Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission consacrée à la gouvernance de la donnée. Alors que les entreprises maîtrisent de mieux en mieux leurs données, la gouvernance émerge comme un pilier essentiel pour aligner les stratégies et performances. Le RGPD, devenu une référence incontournable, structure désormais les pratiques data-driven au sein des organisations. Dans ce contexte, les directions IT encouragent les métiers à exploiter leur gisement de données avec un objectif clair, transformer les informations en levier concret de croissance, tout en garantissant une gestion rigoureuse et conforme des données. Mais dans un univers complexe où silos de données, enjeux de conformité et intégration de l'IA se croisent, comment instaurer une gouvernance efficace ? Quels outils et pratiques permettent de maximiser la collaboration entre IT et métiers ? Et surtout, comment garantir que la gouvernance soit un accélérateur et non un frein à l'innovation ? C'est ce que nous verrons avec nos invités tout au long de cette émission. Je vous rappelle, comme vous le savez bien sûr, que cette émission est interactive, donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct sur le chat. Nos invités y répondront avec plaisir. Et tout de suite, notre keynote. Pour commencer cette émission, nous sommes avec Angélique Bidault-Verliac. Angélique, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes Chief Data et Performance Officer, grosse fonction, chez SNCF, je vais dire CNF Connect, non, SNCF Connect, tout court, c'est pas parce que c'est les fêtes que je peux écorcher les noms dans tous les sens. Rappelez-nous qui est SNCF Connect, Angélique. Alors, SNCF Connect Tech, du coup, c'est le filiale privé de SNCF Voyageurs. Et en fait, nous avons deux branches pour trois activités. La première branche que vous connaissez, c'est la distribution, le e-commerçant, SNCF Connect. On achète des billets de train, on y accède à l'information voyageur, on planifie nos trajets. Et la deuxième branche, en fait, c'est le parti Tech, dans lequel on a deux activités distinctes. On a une activité autour d'éditeurs de solutions numériques et on a une activité autour de fournisseurs de services numériques, que ce soit pour la SNCF ou pour les autorités organisatrices. Une belle mission pour un groupe. Alors, on a déjà reçu certaines personnes, une ou deux invités de SNCF Connect Tech. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous fonctionnez comme une DSI ou une ESN au sein du groupe ? C'est un peu l'idée ou pas grand-chose à voir finalement ? Alors, on n'est pas une DSI au sein du groupe, on est bien une ESN. On fournit des solutions en fait, numériques pour le groupe ou pour les autorités organisatrices. Je vais vous donner un exemple concret. On a les petits écrans qui s'appellent Live. C'est la solution numérique qu'on donne pour tous les transporteurs. Donc, on déploie dans certaines lignes en Transilien ou dans certaines gares TER où vous avez en fait l'écran et du coup l'information voyageur qui dit que le train est à l'approche, l'affluence dans les trains. Bon. J'imagine que comme pour un groupe, comme si je le prends dans son ensemble, pour un groupe comme la SNCF, et si je m'arrête sur une structure comme la vôtre, la data est effectivement primordiale. On en parle depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, dans l'introduction, je parlais de data-driven. C'est vrai que beaucoup d'entreprises se présentent comme telles depuis un certain nombre d'années. Et on verra tout au long de cette émission que parfois on est très loin d'y être. Comment est-ce que justement, dans l'organisation, vous travaillez sur d'abord l'acculturation à la donnée ? Parce que peut-être que certains qui sont en ligne ont l'impression que ça va de soi. Alors, c'est un vrai travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement celui que vous menez au sein de votre entreprise ? Tout à fait. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi au sein de mon entreprise SNCF Connect Tech, on est né il y a 25 ans. Donc déjà, on est assez jeune. Oui. Et on est né avec la data, en fait. Dès le départ, il fallait distribuer des billets de train. Donc déjà, c'est quelque chose qui est très ancré chez nous. Donc, je voulais préciser. L'acculturation, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de mener un programme d'acculturation, il y a des basiques à avoir. Il faut que votre data déjà soit fiable et de confiance. Parce que pour que les utilisateurs puissent l'utiliser, il y a tout un écosystème à mettre en place avant pour rassurer autour de la confiance. Nous, je vais vous donner deux petits exemples qu'on met en place pour qu'il y ait de la confiance auprès des équipes métiers, par exemple. Je m'assure que la donnée qui soit diffusée auprès du métier, elle soit fiable. Ça veut dire que si elle n'est pas fiable, donc elle est, par exemple, à un écart par rapport à une autre source de données supérieure à 2%, je ne la diffuse pas. Donc, il y a eu tout un travail déjà en amont pour, du coup, leur expliquer que quand ils utilisent une donnée, elle est de confiance. Ça, c'est le premier point. Et après, sur l'acculturation, il y a plein de chantiers qu'on mène. Nous, notre programme, il se déploie en 4 streams, on va dire. Le premier, en fait, c'est que j'ai tout un sujet autour de démystifier la donnée, parce qu'en fait, la donnée, parfois, peut faire peur. Il y a des gens qui peuvent être réticents, et puis il y a des gens qui, au contraire, sont très appétents autour de la donnée. Pardon, Angélique, dans quelle mesure elle peut faire peur ? Enfin, j'ai du mal à vous suivre. C'est-à-dire
parce qu'elle a la capacité de changer la manière dont on travaille? C'est plutôt comme ça que les gens la craignent ou parce qu'elle amène de la complexité? Alors, en fait, ça va dépendre du niveau de niveau en fait que vous avez dans l'entreprise. Nous, dans l'entreprise, il y a des gens, et je vais vous donner des exemples. Dans l'entreprise, il y a des gens qui sont très experts dans la donnée, ils font de la donnée au quotidien, typiquement les chefs de projet marketing ou la finance. Eux, ils n'ont pas peur de travailler la donnée, c'est dans leur quotidien. Sur des métiers un peu plus, on va dire, créatifs, c'est quand même assez nouveau, en fait. Et donc, du coup, il faut les accompagner dans la performance qu'ils vont mener, en fait, sur leur métier. Donc, du coup, quand je dis peur, en fait, c'est plutôt une méconnaissance ou alors, du coup, un accompagnement plus fort qu'il faut faire sur ces métiers. Et ce qui est formidable, c'est qu'une fois qu'on les accompagne, ils sont friands, ils en redemandent. Donc, du coup, on met en place des formations. Il y a des formations pour tous nouveaux collaborateurs pour montrer tout l'écosystème de la data, parce que la data, c'est très large. Oui. Il y a de la donnée business, il y a de la donnée digitale. En fait, il y a plein de domaines et à chaque domaine a sa complexité. Donc, il faut former les gens. Voilà. Il y a aussi des choses qu'on fait chez nous en interne, c'est qu'on met en place des dashboards en temps réel dans l'entreprise à plusieurs endroits, notamment dans les cafétérias. Pourquoi on fait ça? C'est pour qu'en fait, les gens puissent comprendre tout le bénéfice qu'on a de suivre la donnée de manière régulière. Donc ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan aussi, c'est sur la donnée. Il faut donner envie. Parce qu'en fait, on fait beaucoup de choses pour susciter l'envie. Et quand je dis susciter l'envie, c'est de la curiosité autour des domaines de données qui est en dehors de leur écosystème. C'est bien ça. Parce qu'une fois qu'on a en fait tout notre pilotage qui est mis en place avec tous les indicateurs autour de la donnée, comment je m'ouvre à d'autres domaines, en fait. C'est tout l'enjeu qu'on va avoir dans l'acculturation de la donnée. Des exemples. Alors, nous, on fait des gaming. On a un outil de DataVis. Dans l'outil de DataVis, on peut, par exemple, à Pâques, on a mis des œufs cachés, il faut qu'ils les trouvent. Et pourquoi on fait ça? C'est pour qu'ils aillent s'ouvrir à d'autres domaines de données. À Noël, la chasse au trésor, évidemment, pour gagner du chocolat, par exemple. Un autre exemple, on met aussi de la donnée décalée. Alors au début, on s'est amusé, nous, pour le coup, à le faire. Donc les données décalées, c'est que je me suis amusée à compter les prénoms, du coup, dans notre base de données, voir combien il y avait. Alors, je n'ai pas regardé combien il y avait de Thomas, mais je suis sûre que j'aurais pu. Je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns. Il doit y en avoir quelques-uns, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, au moment de Roland-Garros, du coup, la direction de communication a relayé le nombre de Novak, par exemple, qui étaient disponibles chez nous avec cette donnée du DIC. Ils en ont fait un événement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, en fait, d'inciter tout le temps à ce que les gens s'amusent avec la donnée, parce que ça peut leur donner des idées aussi dans leur travail au quotidien. Est-ce qu'il y a... déjà, c'est intéressant de comprendre le travail que vous menez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à faire des métiers, des demandeurs autour de la donnée? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, des jeux, de la démystification, vous avez fait en sorte finalement de lever les craintes autour de la donnée, ce qui pour moi est effectivement particulièrement intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des retours des métiers qui vont effectivement venir vous dire, Angélique, moi j'ai besoin de... Je voudrais faire ça avec ma donnée parce que dans ma pratique quotidienne, j'aimerais atteindre cet objectif. Est-ce que vous avez réussi, j'ai envie de dire, à inverser finalement le sens de la demande? Alors, la réponse est oui, parce que je me suis rendu compte que... on a fait récemment un roadshow, en fait, pour comprendre les besoins des utilisateurs. Alors, c'est plus, on allait les voir. Et j'ai une liste au Père Noël qui m'a montré qu'en fait, en suscitant l'envie, finalement, on émerge des besoins auxquels ils n'avaient pas pensé. Et donc, du coup, c'était très intéressant. Ils sont venus avec leur liste, du coup, au Père Noël. Et donc, oui, j'ai beaucoup de demandes aujourd'hui. Il faut, en fait, tout le temps être à côté du métier, les accompagner, et en les écoutant, qu'on arrive ensemble à trouver des nouvelles solutions data. Alors, on a une question en ligne. Bon, je la prends quand même, parce que elle est quand même intéressante, et elle est dans la droite ligne d'une des questions que j'avais envie de vous poser, par rapport à ce que vous avez dit au début. Que faites-vous pour vous assurer de la fiabilité de vos données? Parce que vous disiez justement au tout début, et si je reprends le début, c'est que vous travaillez sur la donnée, et justement, vous assurez que les métiers disposent d'une donnée de confiance. Mais cette donnée, il faut qu'elle reste fiable, si je prolonge la question. Merci d'ailleurs beaucoup pour la pertinence de la question. Il faut qu'elle reste fiable dans le temps. Comment est-ce que vous assurez justement de cette fiabilité de la donnée dans le temps? Alors, c'est une très très large question, mais je vais y répondre. Déjà, il faut mettre en place ce qu'on appelle une stratégie autour de la qualité de la donnée. C'est-à-dire qu'avec les métiers, dès l'amont du projet, en fait, on travaille sur c'est quoi une qualité de la donnée, c'est quoi ta donnée qui est de qualité, c'est quoi les indicateurs. Si je ne travaille pas avec le métier pour le savoir, il n'y a que lui qui va savoir quels sont les seuils acceptables ou pas. Donc ça, c'est le premier point, c'est travailler en amont du projet. Et après, tout au long de la chaîne de la donnée, puisqu'en fait, la donnée va se véhiculer dans les systèmes,
il faut émettre des garde-fous en fait pour s'assurer que la donnée, il n'y a pas de trou. Enfin voilà, il y a des systèmes qui existent chez nous pour s'assurer à chaque fois qu'il y a des barrières en fait qui se lèvent pour qu'elles soient là. Et à la fin, tout simplement, on a un système chez nous qui fait qu'on regarde l'écart entre deux sources de données. Alors, un prérequis, il faut avoir une deuxième source pour la comparer, sinon ça ne marche pas. On est d'accord. Et à ce moment-là, si l'écart il est trop supérieur, je ne la diffuse pas. Donc, pour l'instant, c'est le système qu'on a mis en place. D'accord, qui permet de s'assurer de la qualité de la donnée. Alors, vous avez parlé un peu plus tôt de data vise. Donc ça, c'est vraiment pour avoir peut-être une vision relativement globale pour la donnée. La question qui se pose aussi, c'est comment les métiers y accèdent-ils et comment, entre métiers, si je peux prolonger la question, comment, entre les différents métiers, peuvent-ils accéder aux données des autres métiers qui les intéressent? Là, on arrive sur la question des silos. Alors, on parlera un petit peu plus loin. Je prends un peu d'avance, mais peut-être cet aspect-là, comment est-ce qu'ils accèdent à la donnée déjà, peut-être sur une... Comment est-ce qu'ils y accèdent? Voilà, ce que vous avez Alors, déjà, moi, j'ai une conviction très forte depuis le début, que je suis dans le métier de la donnée, c'est que moi, je ne veux pas que la donnée reste dans un coffre-fort, parce qu'une donnée qui reste dans un coffre-fort inutilisée, elle perd sa valeur. Oui. Parce qu'en fait, et ça rejoint aussi la qualité, quand la donnée, elle est utilisée par le métier, c'est eux, éventuellement, qui vont voir qu'il y a quelque chose. Donc, il faut que cette donnée, elle soit régulièrement utilisée, sinon elle ne sert à rien. Donc, déjà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le coffre-fort. Comment je fais pour que le métier accède à la donnée? Comme je vous ai dit, il y a plusieurs niveaux en fait, de personnes chez nous qui ont accès à cette donnée. D'abord, tout simplement, il y a toute la data vise. Pour les gens qui ont besoin d'un cadre bien défini et qui ont besoin en fait, d'avoir des choses récurrentes, on leur met à disposition des dashboards dans lesquels il y a leurs données, qu'on a travaillé avec eux. Et ça, c'est très simple. Ils accèdent, ils font même des croisements de données. Ça, c'est facile, mais c'est souvent sur leur domaine d'activité. Et comme je vous ai dit, avec la partie ludique, on essaye de les amener sur d'autres domaines d'activité. Et du coup, à ce moment-là, ils vont découvrir de nouvelles données. Ça, c'est le premier sujet. L'autre sujet, c'est qu'on leur envoie, alors ça, c'est quelque chose d'assez classique, on leur envoie automatiquement dans leur boîte email quotidiennement leurs données. Parce qu'en fait, c'est bien d'avoir accès à la donnée dans un dashboarding, mais il faut avoir Internet, il faut y avoir accès, des fois en mobilité. Et donc, du coup, le métier nous dit, oui, mais moi, j'ai besoin d'accéder à la donnée dans ma boîte aux lettres. Donc ça, on le fait de manière régulière. Et après, il y a les niveaux un peu plus experts, on va dire, qui utilisent au quotidien la donnée. Et là, ils n'accèdent pas en tant que tel à la donnée, ils ont des outils. Donc, par exemple, quand on va créer des ciblages en marketing relationnel, ils vont bien sûr créer des segments et eux, ils ne voient pas, mais en tout cas, derrière, il y a un connecteur avec la base de données et leurs outils qui va permettre en fait, de leur faire leur métier au quotidien. Donc, il y a plein de moyens. Il y a à la fois du dashboarding, il y a à la fois des API, tous les connecteurs qu'on peut mettre pour simplifier le métier. Et il y a les experts. Alors, eux, ils accèdent tout simplement avec une requête dans la base directement pour pouvoir développer des produits data. Est-ce que vous avez encore besoin aujourd'hui, malgré la complexité et la richesse de l'offre que vous avez mise en place à destination des métiers pour qu'ils puissent y accéder, prendre l'habitude d'utiliser les données, et ainsi de suite? Est-ce que vous avez quand même eu besoin d'imaginer des relais humains qui vont vous permettre de continuer à faire l'infusion, de l'acculturation de la donnée, ou est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est inutile? Alors, vous me faites penser au fameux data champion. C'est des sujets... Le data champion, le digital champion, le security champion, c'est le thème. Et chez nous, en fait, on a quand même des gens, ce que je vous ai dit, qui utilisent beaucoup la donnée au quotidien. Et donc, moi, ce que je fais plutôt, c'est on regarde d'une manière générale le top de nos utilisateurs qui utilisent la donnée. Ça met un peu d'émulsion quand on fait le top des 5 personnes qui utilisent les plus de dashboards. Ça crée un peu de « ah ouais, moi, j'y suis pas », etc. Donc, c'est assez intéressant. Et on n'a pas eu besoin aujourd'hui d'avoir des relais. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. On est plutôt sur de l'acculturation générale selon une problématique. Encore une question en ligne pour vous, Angélique. Comment assurez-vous l'ownership des métiers sur les données et leur gouvernance? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est le data ownership et c'est le sujet de gouvernance. Question de quelqu'un qui a les mains manifestement dans le cambouis. Dans le cambouis, exactement. En fait, alors... Il y a plusieurs typologies de données. Il y a des données sur lesquelles ils ont complètement la main parce qu'en fait, c'est eux qui connaissent leurs données. Donc, comment on assure leur ownership? C'est ce que je vous ai dit encore une fois. On leur donne les clés du camion. Donc, ça veut dire qu'ils ont de la responsabilité sur leurs données. Et donc, en leur donnant les camions, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit leur donner, s'il y a un écart de source de données, on doit leur donner un maximum de visibilité sur l'information qui les concerne. Donc, comment c'est un peu vague, mais en tout cas, c'est un peu vague. C'est très large comme question.
En tout cas, on fait ça sur certains métiers qui sont très matures. Et après, sur les autres personnes un peu moins matures, on les accompagne, on crée des instances de gouvernance de la donnée, on met en place des systèmes qui montrent toujours, je reviens encore à ma qualité de données, mais c'est hyper important. En tout cas, on met la météo de la donnée. Ce que jamais central. Voilà, exactement. Et en fait, ce qu'on fait sur les dashboards, on va donner un exemple aussi concret, on met le responsable de la personne qui est en charge du dashboard. Donc, si quelqu'un a une question, c'est cette personne-là qu'on va solliciter. C'est le responsable qui le consultera. Donc, exactement. Donc, le métier prend des responsabilités, finalement, sujet par rapport à la donnée. Donc, il prend son rôle à cœur. On parle, et on a beaucoup parlé, on continue d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de parler de silos, et c'est vrai que les visions par rapport aux silos sont assez différentes. Certains continuent à dire qu'il faut s'en affranchir, qu'il faut les casser. D'autres disent que ce n'est pas forcément une étape nécessaire, qu'il faut au contraire favoriser la communication entre les différents silos, mais que ces silos seront toujours là. Est-ce que pour vous, justement, s'émanciper des silos, alors je vous place dans un groupe, celui qui va dire que forcément, peut-être qu'il faut s'en émanciper, je dirais. Est-ce que pour vous, c'est une étape nécessaire où on peut faire sans et rester aussi efficace dans la manière de construire une gouvernance de la donnée efficace? En fait, tout va dépendre de ce que vous mettez derrière silo. Je vais vous donner un exemple. La donnée interne des people, du coup la donnée RH, est-ce qu'il faut qu'elle reste silotée ou est-ce qu'il faut que je la désilote et que je la mélange avec les données clients? Il y a tellement de choses critiques que sur le principe, non. C'est ça. Et RGPD, sur le principe, non. Donc déjà, ça, c'est important. Il y a des choses qui doivent rester silotées. Il faut l'assumer. Ça restera siloté. Et en réalité, c'est pas grave d'avoir des silos. Donc du coup, je vais vous donner 2 exemples concrets où on a des silos et on restera en silo, et on a eu des silos et on va plus être en silo. Un exemple, on a sorti l'alerte train complet. Au départ, il y a 2 silos de données. Il y a on s'est rendu compte qu'il y a des places qui se libéraient en dernière minute sur des trains complets. Et donc, du coup, en fait, ça, c'est une donnée qui est liée à notre produit, en fait. Et puis, on a eu des verbatim clients, qui est une donnée qui est dans un autre système, du coup, qui est remontée en disant il y a de l'affichage train complet. Qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti ces features l'année dernière. Et ces données ne se parleront jamais parce qu'en fait, il y a eu un besoin client et il y a une donnée qui permet en fait d'améliorer le produit et créer une fonctionnalité. Ça, c'est un exemple. Aucune raison de les croiser. Aucune raison de les croiser parce qu'en fait, il y a un besoin qui a émergé de la part du client. On l'a pris en compte et du coup, on a créé ce produit. Mais pour créer le produit d'un alerting train complet, je n'ai pas besoin de la donnée de la relation client ou des verbatim clients. Par contre, je vais avoir besoin d'informations concernant le client au moment où je vais créer cette feature. Mais c'est très lié en fait au produit. Donc ça, c'est le premier. Et les données vont rester en silo. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est ma rétrospective. Donc, chaque année, on fait le bilan. Il y a une vraie science dans le fait de trouver les noms, quand même. Voilà. Alors, ça, c'est pas chez moi, mais du coup, je féliciterai les équipes marketing sur le sujet. Donc, ma rétrospective, c'est vraiment, je fais le bilan carbone, en fait, de tous mes voyages que j'ai effectués en train sur l'année, sur tous les transporteurs, et je montre aux clientes qu'est-ce que j'ai économisé si j'avais pris la voiture. Et du coup, ça permet aussi d'inciter nos utilisateurs à voyager encore plus pour augmenter en fait leur bilan carbone économisé. Donc, sur ces clients, à peu près 10 millions de clients quand même. Donc, on en a pas mal, quand même, un certain nombre de clients. Qu'est-ce que j'ai comme données? Évidemment, j'ai ma donnée intrinsèque du coup des gens qui ont voyagé. Ça, c'est le sujet. Je vais créer de la nouvelle donnée. OK, ça, c'est facile. Mais comment je fais pour avoir l'économie en fait d'un train, d'un TGV, d'un TER ou d'un Ouigo, enfin voilà, tous ces transporteurs-là, l'économie versus la voiture. Cette donnée, moi, je ne l'ai pas dans mes systèmes. Donc, je vais la récupérer au sein du groupe. Du coup, ils ont calculé grâce à l'ADEME, en fait, cette économie. Cette donnée-là, je vais en avoir besoin, en fait, pour donner un bilan personnalisé aux clients. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais les désiloter. Je vais forcément les rapprocher à un instant T. Peut-être de manière éphémère, mais là, je vais désiloter. Une dernière question... Angélique, il y a beaucoup de questions qui arrivaient pour vous en ligne. Malheureusement, j'ai du mal à les prendre toutes et je vais essayer d'en garder une ou deux pour les poser à Angélique un peu plus tard. Dernière question, est-ce que pour vous, rendre les métiers complètement autonomes sur la question des données, c'est-à-dire sur tout ce que vous avez nommé, la qualité, la consultation, l'utilisation, ça c'est beaucoup plus logique, mais en tout cas, si on parle uniquement de la qualité, et j'ai presque envie de dire de rendre les métiers autonomes quasiment sur le cycle de vie quasi complet de la donnée. Est-ce que pour vous, c'est un objectif à atteindre ou c'est pas forcément l'objectif et finalement, avec une bonne gouvernance et des métiers qui peuvent utiliser les données lorsqu'ils le souhaitent, c'est une démarche qui suffit? Alors, moi, dans ma vision, il faut rendre les métiers le plus autonomes possible.
il faut qu'ils puissent être augmentés par la data pour améliorer en fait leur performance. Ça, c'est essentiel. Quand je dis autonomie, par contre, ça ne veut pas dire qu'ils sont seuls et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer de les accompagner. Pourquoi je dis ça ? Parce que je vais vous donner aussi un exemple concret. On a une nouvelle donnée qui arrive parce qu'on développe les offres urbaines chez nous, du coup, développe dans les régions. Donc récemment, on propose aux clients de voyager en fait à Orléans, voilà, sur les réseaux sociaux locaux. Ce qui s'est passé, c'est quand moi je le regarde d'un point de vue data, par exemple, je vais regarder ma donnée, Avignon, au mois de juillet, j'ai vu que ma donnée, tout à coup, c'est bizarre, elle a un comportement qui m'étonne. Je vais aller voir le métier, et il me dit, oui, c'est normal, il y a le festival d'Avignon. Donc tous les gens ont pris, en fait, du coup, les transporteurs. Donc ce que je veux dire là-dedans, c'est que si je reste, en tout cas, si je ne rends pas autonome les métiers, du coup, moi, je vais avoir, en fait, je vais devoir travailler plus sur des sujets en fait qui n'ont pas de sens en fait parce que c'est eux qui connaissent mieux leur métier. Parce que eux savent qu'à Avignon, à cette période le festival, comme Orange, comme Carré, ils ont cette connaissance métier que j'ai pas. Sûr. Par contre, moi, je dois m'assurer de mettre en place tout l'écosystème qui leur permette d'être autonomes. Donc ça, c'est le premier point. En fait, oui, moi, j'ai envie de les rendre autonomes. Par contre, quand vous parlez en fait en disant est-ce qu'on les rend autonomes sur toute la chaîne de la donnée, le sujet, c'est qu'ils ne sont pas complètement experts. Donc, eux, ils ne vont pas savoir qu'en fait, la donnée va passer en fait plusieurs barrières avant d'arriver finalement dans sa diffusion. Donc, eux, ils ont envie juste de savoir la diffusion. Là, j'ai envie de dire, le back-office derrière, ce n'est pas leur sujet. Donc, nous, on va toujours les accompagner pour que ce soit transparent pour eux dans l'usage final. Mais par contre, on va continuer en fait à mettre en place tout un écosystème, toute une gouvernance pour que, du coup, la donnée soit de qualité et elle franchisse toutes les barrières en interne. Nous arrivons malheureusement à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Angélique. Je vous propose de rester encore quelques instants avec nous pour la suite de l'émission, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez dites, et j'aimerais bien pouvoir les croiser avec notre prochain invité. Mais avant cela, une publicité. Je vous propose de continuer l'émission avec notre premier expert et je propose d'accueillir avec moi Stéphanie Puissiot. Stéphanie, bonjour. Bonjour Thomas. Bon, comment allez-vous ? Très bien. Et vous ? Bon, très bien, très bien. On se croise de temps en temps quand même. Oui. Pour les salons, tout ça, donc ça c'est très bien. Vous êtes directrice générale de Tableau France et l'une des questions que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est celle de la hiérarchisation des données. Alors, j'ai proposé à Angélique de rester quelques minutes avec nous parce qu'il y a pas mal de choses qu'elle a dites et je me suis dit que c'était intéressant d'entendre d'abord votre définition de la gouvernance, ce que vous proposez aux entreprises et le mettre en regard avec ce qu'une utilisatrice, j'ai presque envie de dire une orchestratrice de la donnée, vit dans son entreprise. Mais avant cela, Stéphanie, une première question. On parle énormément de gouvernance depuis un certain nombre d'années, sans qu'on y parvienne d'ailleurs. On parlera de ça un peu plus tard dans l'émission. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance de la donnée ? Parce qu'on en parle sans forcément peut-être donner des définitions, sachant qu'on n'a pas forcément la même, et peut-être que votre définition n'est pas celle d'Angélique. Oui, bonjour Angélique. Donc vous avez raison Thomas, en fait la gouvernance des données c'est extrêmement large et c'est assez complexe. Moi je dirais même c'est une notion qui est multidimensionnelle parce qu'on aborde à la fois des sujets de sécurité, de conformité, d'exposition de la donnée, d'accès, de disponibilité de la donnée, de traitement, d'exploitation, etc. C'est très très large en termes de sujets, de thématiques qui sont abordés lorsqu'on parle de gouvernance des données. Moi je dirais, et je pense que vous l'avez évoqué Angélique tout à l'heure, c'est vraiment tout ce qui permet de gérer le cycle de vie des données de bout en bout. En démarrant par l'acquisition, la collecte des données, en passant par le traitement, l'exploitation, jusqu'à la suppression des données. Donc c'est un vaste sujet, et vous avez raison, nos clients, ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment une de leurs top priorités en ce moment, c'est comment je mets en place cette gouvernance des données, parce que le défi est assez grand. Aujourd'hui, et vous l'avez évoqué, on a une multitude des données structurées, non structurées, des données qui viennent de tout un tas de sources de données,
Et le défi pour les organisations, c'est à la fois de donner accès à toutes ces données au maximum de collaborateurs dans une organisation, tout en s'assurant qu'on protège la donnée, qu'elle est sécurisée, qu'elle reste confidentielle, qu'elle reste conforme aux réglementations. Et cela passe par la gouvernance des données. Donc ça veut dire quoi ? À travers des contrôles, des règles, des protocoles qui sont mis en place avec des équipes qui sont dédiées à cela. On voit de plus en plus chez nos clients des équipes qui se forment avec les Chief Data Officers en première ligne, qui sont responsables de définir la stratégie de gouvernance des données et de sa mise en œuvre. Mais on a aussi ce qu'on appelle des Data Owners. Les Data Owners, ce sont des personnes qui sont en charge d'un domaine de données, d'un métier, par exemple la finance, par exemple le marketing, le commerce, la supply chain. Et ces Data Owners vont s'assurer de la fiabilité des données dans leur domaine. Et ils vont être accompagnés de ce qu'on appelle maintenant des Data Stewards, qui, eux, vont s'assurer que toutes les règles, les protocoles, tout ce qui a été mis en place soit bien respecté au niveau des utilisateurs, des collaborateurs de l'entreprise qui vont consommer ces données. Donc c'est un vaste sujet et oui, la gouvernance, ça peut être complexe, surtout dans les organisations qui sont multinationales, qui ont énormément de sources de données internes ou externes. Donc vaste sujet sur lequel on a des échanges pratiquement quotidiens avec nos clients. J'aimerais quand même glisser dans cette définition. Est-ce que une question qui a été posée un peu plus tôt, qui est celle de l'autonomie, et je reviens un instant dessus. Est-ce que dans cette construction de la gouvernance, est-ce que l'autonomie est un des objectifs ? Ça, c'est une première question sur laquelle j'aimerais vous entendre, et c'est une question que je vous pose aussi, Stéphanie. Et est-ce que ça, je fais encore suite à ce que vous disiez un peu plus tôt. Est-ce qu'il s'agit pour vous de mettre également, c'est une question qu'on a en ligne, des market data place à la disposition des métiers. Alors, je ne sais pas vraiment ce qu'on entend par market data place. Peut-être que vous pourrez nous éclairer là-dessus. Ou manifestement, si j'essaie de prendre un peu de recul, peut-être des kiosques où les données peuvent être librement consultées par les métiers dans une certaine mesure. C'est une très bonne question. Alors, du coup, déjà sur l'autonomie par rapport à la gouvernance. Alors, nous aussi, on a mis en place en fait un programme de gouvernance de la donnée. Les métiers sont clés, c'est ce que j'ai dit dès le départ. En fait, ils ont un rôle à jouer, du coup, ça doit faire partie en fait de leur mission. Donc ça, c'est le premier point. Sur l'histoire de la marketplace de la donnée, alors c'est une bonne question. Le sujet, c'est attention à ne pas se tromper quand on fait en fait un requêtage ou quand on consomme une donnée. Je vais vous donner un exemple concret. Un client, sur une journée, j'ai, admettons, 10 000 clients, j'ai 10 000 clients. Sur la deuxième journée, j'ai encore 10 000 clients. Mais ça ne veut pas dire que sur mes 2 jours, j'ai 20 000 clients. On ne peut pas sommer cette donnée. Donc, pour rendre de l'autonomie sur certains domaines qui n'utilisent pas en fait les consommateurs ou le métier, il faut les accompagner. Et ça ne suffit pas de mettre en place des règles, un data catalogue, je ne sais pas si vous allez en parler, des définitions, etc. Ça ne suffit pas. Il faut s'asseoir avec eux pour leur expliquer en fait cette donnée. Donc, il y a effectivement des owners de la donnée qui doivent être capables en fait d'expliquer à d'autres personnes en fait quelle est la définition et comment on utilise la donnée. Sur cette question-là, Stéphanie, si je m'arrête simplement sur la question de marketplace et d'autonomie, comment est-ce que vous l'abordez avec vos clients et prospects ? Moi, je suis d'accord avec Angélique. En fait, il y a la question principale, c'est ce que j'appelais les responsables des données par domaine, par famille de données, ce que j'appelle les data owners, et qui sont des personnes du métier. Donc ça peut être un directeur financier ou quelqu'un du contrôle de gestion qui va se dire « moi, je suis en charge de la fiabilité des données dans mon domaine ». Et ce qui peut produire, donc qu'est-ce qui va se passer ? Il y a plusieurs façons d'aborder la donnée et la rendre accessible aux utilisateurs. Déjà, il faut comprendre les besoins. De quoi on a besoin ? Qu'est-ce qu'on veut exploiter ? Quel type d'analyse ? Pour en faire quoi ? Et à partir de là, on peut faire des catalogues de données, on peut faire des univers de données. Donc, on appelle ça des univers de données pour dire « finalement, je ne vais pas donner accès à toutes les données, à toute mon organisation. En revanche, je vais peut-être segmenter ces données, faire des groupes de données en fonction des besoins et de ce qui est intéressant ou pertinent pour un métier donné. Donc, les données, au début, faut bien, et peut-être qu'on abordera ce point-là, faut les travailler, les préparer, les nettoyer, les organiser, les hiérarchiser, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais derrière, une fois qu'on a fait ce travail-là, c'est à qui on donne accès, pour quel usage et pour faire quoi. Et là, on va rentrer dans peut-être des marketplaces de données, des catalogues, des univers qui vont dépendre vraiment alors là, pour le coup, de l'organisation en tant que telle et à quel point les données gravitent d'un département à l'autre.
Donc il y a des données qui vont être vraiment transverses pour une même organisation et d'autres qui vont être spécifiques à un domaine. Quand je dis un domaine, c'est encore une fois, je peux dire la finance, le supply chain, un magasin si on est dans le retail. Voilà. Donc c'est un vrai travail et c'est une vraie réflexion et c'est un choix en fait, un choix d'entreprise. Comment on hiérarchise cette donnée, Stéphanie? J'imagine que c'est peut-être un chantier qui vous a aussi occupé, Angélique. Comment est-ce qu'on la hiérarchise, cette donnée, Stéphanie? Alors, quand on parle de hiérarchiser les données, c'est tout ce qui permet d'organiser, de structurer les données. Alors, la première étape, alors pourquoi on veut faire ça? Parce que pour faciliter son exploitation, faciliter derrière les analyses et alimenter aussi l'intelligence artificielle. On est aujourd'hui dans l'ère de l'IA et des agents autonomes, donc c'est encore plus important de hiérarchiser, de structurer, organiser les données. Mais la première étape, avant de hiérarchiser, être en capacité de structurer et organiser ces données, c'est déjà de faire l'inventaire de ces données. Et vous l'avez évoqué, hein. L'inventaire, c'est quoi? C'est finalement quelles sont les données qui sont à disposition, quelles sont les sources de données internes et externes, et comment je différencie les données structurées des données non structurées. Une fois que ce travail a été fait, la hiérarchie, en fait, c'est comment on s'outille pour structurer ces données. Et ça va aller de choses assez simples. Par exemple, une hiérarchie géographique. On va peut-être, en fonction des outils choisis, utiliser des champs de hiérarchie géographique. Par exemple, on a un pays, une région, une ville. Ou plutôt une région, un pays, une ville. Mais ensuite, ça peut aller beaucoup plus loin. Et on va rentrer dans des notions de groupe, d'ensemble, de champs calculés, de filtres, de paramètres, de ce qu'on appelle aussi dans notre jargon d'action, tableau de bord, de visualisation, d'exploration de la donnée. Et en fait, la hiérarchie, c'est affiner finalement cette donnée de façon plus en plus forte. Pour vous donner un exemple, quand on parle de groupe de données, c'est quoi? C'est, imaginons qu'on ait des données qui correspondent à des catégories de produits, on peut les regrouper dans une seule et même catégorie principale. Quand on parle d'ensemble, c'est des données qu'on va segmenter et qui ont des similarités dans un contexte particulier. Quand on parle de filtre, c'est dire je veux afficher dans une vue uniquement les données qui me sont pertinentes. Ce sont les façons de hiérarchiser la donnée. Quand on va parler de paramètres, c'est qu'on a commencé à toucher la donnée, la valeur de la donnée de façon dynamique. Et quand on parle, nous, ce qu'on dit tableau de bord, des actions au tableau de bord, c'est là, on est dans l'exploration. Je vais cliquer sur la donnée, je vais aller chercher plus loin, je vais affiner, etc., etc. Et la visualisation, c'est ni plus ni moins que la hiérarchie de la donnée de façon graphique. Donc des graphiques à arbres, des graphes par des cartes géographiques et tout un tas de visualisations qui hiérarchisent d'une autre façon la donnée. Vous reconnaissez dans cette description, Angélique? Alors tout à fait. Nous, on a besoin en fait de hiérarchiser la donnée. Ça, c'est indispensable parce qu'en fait, le client final, du coup, les métiers ont besoin de toute façon de le faire parce que si je leur donnais la donnée brute, je peux vous dire qu'ils n'y arriveraient pas. Oui, ce serait plus compliqué, j'imagine. Comment est-ce que vous accompagnez pour la préparation de ces données? Si je prends un groupe comme SNCF Connect & Tech, vous avez des données, vous avez vraiment des données, pardon pour l'expression, dans tous les sens, dans plein de domaines. Lorsqu'on parle de train, on parlait tout à l'heure de date de spectacle, ça peut être un concert, ça peut être un tout autre événement dans l'année, j'imagine, ça peut être, je sais pas moi, on a toujours des grandes dates en Normandie autour du débarquement, je dis ça parce que c'est un sujet que suit précisément notre réalisateur. Donc on a vraiment énormément de données. Comment est-ce que vous aidez justement vos clients et prospects à mettre de l'ordre dans parfois ce qui s'accompagne? Enfin, c'est quand même des données, on en a un très grand nombre et on a des données quand même qui sont vraiment très variées. Alors, la préparation de la donnée, elle est fondamentale et effectivement, ce n'est pas la partie que préfèrent nos clients parce qu'elle est chronophage, elle est fastidieuse, ça peut prendre énormément de temps. Pour vous donner une idée sur un projet d'analytics, la préparation de données, c'est pratiquement 80% du temps. Parce que derrière l'exploitation de cette donnée, la technologie d'analytics, c'est pas ça qui va prendre du temps. C'est vraiment comment. Alors, c'est quoi la préparation de données? C'est comment je la collecte, comment je la nettoie, on parle d'étiquetage de la donnée, comment je la valide et comment je rends la donnée finalement propre. Alors, pour faire cela, il existe aussi des outils. Tableau propose d'ailleurs une fonctionnalité qui s'appelle Tableau Prep, c'est pour vous dire, vraiment dédié à ce domaine-là. Et qu'est-ce qu'on va faire sur ce chantier? C'est faciliter justement ce travail pour toutes les équipes data qui sont obligées de la faire. Et faciliter avec des outils qui vont permettre la jonction, la permutation, l'agrégation des données de façon beaucoup plus intuitive, beaucoup plus simple et automatique.
On utilise d'ailleurs aussi l'intelligence artificielle maintenant pour faciliter finalement ces règles. Qu'est-ce qu'un doublon ? Quelles sont les données qui sont propres, les données qui sont fausses ? Donc faire le tri parmi ces données. Donc oui, il existe des outils et c'est extrêmement important. Mais à la base de la base, il faut quand même qu'on ait au sein de l'organisation, au-delà des outils qui sont à disposition, une définition de ce que c'est qu'une donnée propre, une définition des données qui vont servir au reste de l'organisation et finalement des KPI, des indicateurs qui vont derrière être générés et à quelle fin. Donc cette préparation de données, elle est fondamentale, elle est obligatoire et on le répète en permanence à nos clients, sans données propres, on peut avoir la meilleure technologie du monde derrière pour faire de l'exploitation, faire de l'IA, de l'analyse conversationnelle, peu importe, les résultats seront mauvais. Il nous reste pas beaucoup de temps et j'ai encore quelques questions à vous poser. J'en ai une en ligne pour vous, Stéphanie. Réponse rapide. Avez-vous défini des data products pour coupler la gouvernance et les usages de la donnée ? Des data products, on est le produit data pour... J'imagine. Pour joindre, je dirais oui. Alors, pour être un peu plus précise, la solution Tableau, notre finalité, notre mission depuis 25 ans, c'est de nous assurer que les organisations puissent améliorer leur performance, quel que soit le département concerné, quel que soit le collaborateur, grâce à la donnée, donc à l'exploitation de cette donnée, à l'accès à des analyses. Donc, pour prendre des décisions qu'on est éclairées, mais derrière, qu'il y ait des actions. Donc, toute cette partie-là, c'est un peu ce qu'on voit de Tableau et c'est un peu l'idée qu'ont nos clients. Sauf qu'en amont, effectivement, la gouvernance des données, comme on l'évoquait et comme Angélique aussi l'a précisé, elle est fondamentale et elle est structurante pour le reste. Donc oui, on a pas mal dans notre catalogue de notre solution. C'est énormément enrichi de fonctionnalités, de capacités pour aider les organisations à préparer, comme je disais, cette donnée, à la hiérarchiser, à lui donner du contexte. On a rajouté une couche sémantique. On utilise également l'IA pour faciliter derrière les analyses, la création des analyses, l'accès aux analyses et aussi s'assurer que toute l'organisation puisse respecter les règles, les protocoles, tout ce qui a été mis en place, la sécurité. Donc oui, on avance énormément sur ces sujets-là et Tableau, c'est pas juste une solution de visualisation ou d'exploitation ou d'analyse de la donnée, parce que ça, c'est le moyen. C'est vraiment une solution de bout en bout pour accompagner les sociétés, les organisations à gérer la donnée de sa collecte, de la connexion aussi aux data sources jusqu'à son exploitation et l'action qui s'ensuit. Il nous reste moins d'une minute et j'ai une dernière question pour vous, mesdames. Elle sera pour Angélique et puis pour Stéphanie. Comment est-ce que vous abordez la question de la localisation de la donnée ? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, l'endroit où se trouve la donnée, dans le silo, dans un autre pays, dans une autre région, par exemple, est-ce que pour vous, c'est important ou finalement pas autant que ça ? Alors, oui, c'est très important pour nous. Clairement, on a RGPD quand même en Europe. Donc, du coup, moi, c'est important qu'elle soit du coup localisée en Europe, en France. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que l'accès à la donnée dans notre écosystème, alors vous l'avez dit, Stéphanie, je suis très contente parce que je ne l'avais pas dit, mais nous, on a des protocoles de sécurité, d'accès à la donnée, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on collecte forcément de la donnée client, donc c'est la donnée à caractère personnel. Et donc là, on met en place tout un écosystème pour que très peu de gens puissent y accéder. Seuls les gens habilités à y accéder y accèdent parce qu'ils ont un besoin tout simplement de rendre le service pour le client. Voilà, donc oui, c'est important d'un point de vue géographique et c'est important aussi d'un point de vue dans notre écosystème autour de la donnée. Stéphanie, rapidement. Ouais, la question surtout, pour ne pas répéter Angélique, c'est celle de la conformité. Parce que finalement, le stockage des données, la localisation, elle est importante, mais ce qui va plus loin, et notamment un des choix des organisations, c'est de dire est-ce que j'ai mes serveurs, mes data centers chez moi, ou est-ce que j'utilise des solutions cloud ? Donc c'est vraiment un des sujets à trancher. Nous, on n'a pas de recommandation particulière, puisque tout dépend, encore une fois, de l'usage qu'on va faire de la donnée. Donc typiquement, Tableau propose Tableau serveur, ce qui permet à les organisations de garder la donnée chez elles, ou Tableau Cloud, avec des data centers évidemment en Europe et complètement, qui suit les réglementations locales et par région. On a même des clients qui utilisent à la fois du Tableau serveur et du Tableau Cloud en fonction des données qui sont utilisées. Et on peut avoir, par exemple, en général, c'est la direction finance qui veut garder toutes les données chez elle, donc peut utiliser une solution serveur, et les équipes, en général, marketing, commerce, etc., qui vont utiliser des solutions cloud. L'avantage quand même du cloud par rapport à des solutions serveurs, c'est que le cloud va intégrer toutes les innovations aussi,
qu'on va avoir notamment sur l'IA, qu'on va avoir... aujourd'hui, on parle d'agents autonomes. On a nous-mêmes enrichi nos solutions d'Agentforce pour enclencher des actions et tout en autonomie pour les collaborateurs. Donc la localisation de la donnée, elle est importante. Ce qui est vraiment, vraiment structurant, c'est de se dire à quel point, quelles sont les garanties en termes de disponibilité, en termes de conformité réglementaire, sécurité, confidentialité et évolutivité future, puisqu'on est dans un monde qui bouge énormément. Merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup Angélique d'avoir été avec nous ce matin. Restez avec nous car nous accueillons notre témoin. Nous accueillons notre témoin, Brice Miranda, qui est Group Chief Data Officer au sein du groupe Servier. Et je laisse mon collègue Alessandro Solec, d'IT for Business, mener cette interview. Bonjour Thomas, bonjour Brice. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, comme Thomas le précisait, vous êtes le Group Chief Data Officer de Servier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Servier, s'il vous plaît ? Oui, écoutez, Servier, c'est un laboratoire pharmaceutique à dimension internationale, présent dans plus de 150 pays et qui vient tout juste de fêter ses 70 ans. Et en fait, Servier, c'est une de nos grandes fiertés, c'est que nous sommes gouvernés, une particularité, nous sommes gouvernés par une fondation qui nous permet de nous projeter sur le long terme, de nous centrer sur le patient et d'investir 20% de notre chiffre d'affaires en R&D. Et puis un dernier mot, nous sommes présents sur 2 aires thérapeutiques. D'abord, le cardio-métabolisme, et qui est une des, où nous sommes un des leaders mondiaux et qui reste une des causes les plus importantes de mortalité dans le monde. Et également l'oncologie, où nous nous concentrons sur les cancers rares, qui n'ont pas de traitement ou peu de traitement à l'heure actuelle, comme les tumeurs cérébrales ou les cancers du pancréas. Voilà. Lorsqu'on parle de médicaments, on pense aux médicaments au monde pharmaceutique. La donnée n'est pas forcément le premier mot qui va venir à l'esprit. Et pourtant, elle y joue un rôle clé. Vous avez lancé il y a 4 ans un grand plan de transformation digitale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, déjà, d'une part, pourquoi ce plan et nous résumer les principales étapes ? Vous avez dépassé la première phase et la phase 2 a commencé l'été dernier. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, la conviction qui est forte chez Servier, c'est que la transformation digitale, c'est un facteur clé de succès dans la réussite des transformations des entreprises pharmaceutiques. Et donc, il y a une première phase qui a été lancée en 2020. Et en ce qui concerne la data IA, nous nous sommes concentrés vraiment sur les fondamentaux. Donc, les fondamentaux, c'était quoi pour nous ? C'était construire une data plateforme à l'état de l'art pour centraliser la donnée et pour y ingérer toutes nos données les plus à valeur. Et également lancer la data gouvernance, parce que cette donnée, il faut la gérer correctement. Donc nous avons construit un Global Data Office qui pilote des data office dans chacun des métiers. Et ces 2 piliers nous ont permis de délivrer des premiers cas d'usage à valeur plutôt analytics, mais également certains cas d'usage d'intelligence artificielle. Et ça, c'est ce qu'on appelle la phase 1. Quant à la phase 2, elle a démarré effectivement cet été. Et elle se base sur deux grandes stratégies. La première, c'est ce qu'on appelle la data démocratisation. Donc on veut quitter le monde des experts de la data pour aller irriguer l'ensemble de l'entreprise. Et là, on s'appuie sur des sujets de change management, d'acculturation, d'upskilling, de reskilling. Et on a construit un modèle qu'on appelle modèle hybride avec une logique de self-service pour les métiers. Ça, c'est le premier pilier, la data démocratisation. Et le deuxième pilier, c'est évidemment l'accélération sur l'intelligence artificielle. Où nous avons sélectionné et validé en COMEX en septembre 60 initiatives d'intelligence artificielle que nous allons délivrer dans les 3 prochaines années. Par rapport à la phase 1, vous avez rencontré pas mal de défis, notamment sur la matière de gouvernance des données. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet et les défis auxquels ont fait face ces équipes ? Oui, alors en fait, déjà nous on a un mantra, c'est pas d'intelligence artificielle sans données et pas de bonnes données sans bonne gouvernance des données. Donc c'est vraiment important de first things first, de faire la base en premier et de gérer notre donnée de façon efficace. Donc là, si vous voulez, au départ, vous voulez aller trop vite sur les cas d'usage, vous n'avez pas travaillé vos fondations et vous pouvez être en difficulté. Donc ce qui est vraiment fondamental dans notre modèle, c'est le data office central qui lui-même va piloter les data office et les data officers dans chacun des métiers qui sont nos relais sans l'épaisseur d'un papier à cigarette dans la stratégie, dans les métiers. Donc c'est des gens qui sont extrêmement importants pour nous parce qu'ils sont proches des métiers et ils ont en même temps l'autre jambe qui les raccorde à toute la logique data IA et toute la stratégie qu'on veut monter. C'est ça notre succès, c'est ça notre facteur clé de succès qui nous amène la valeur. Vous avez donc accéléré sur l'IA. Quels sont les cas d'usage principaux que vous développez actuellement ?
Alors, d'abord, on a des cas d'usage sur toute la chaîne de valeur de la pharma. Donc, on pense souvent à la R&D, mais on va jusqu'au point de contact avec les patients ou avec les professionnels de santé. Et au milieu de la chaîne de valeur, il y a toute l'industrialisation, la fabrication des médicaments. C'est sur toute la chaîne. Voilà, c'est vraiment sur toute la chaîne. Alors, je peux vous citer en R&D, ce qu'on vise à faire, c'est accélérer le TTM, donc la mise sur le marché de nos médicaments pour le bénéfice des patients, et augmenter la probabilité de succès. Parce qu'il faut savoir qu'en recherche, par exemple, la probabilité de succès, c'est de l'ordre de quelques pourcents. Et le temps de mise sur le marché d'un médicament, ça peut dépasser 10 ans. Donc là, on veut multiplier par 2 la probabilité de succès et diminuer de 30% le temps de mise sur le marché sur le médicament. Ça, c'est pour la R&D. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais on a des cas d'usage également dans l'industrie, la maintenance prédictive, l'optimisation financière, écologique de notre production, minimiser notre impact. Et puis, sur les patients et sur les professionnels de santé, en fait, on parle de médecine de précision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut personnaliser, même hyper personnaliser, nos contacts avec les patients pour qu'ils adhèrent et qu'ils prennent bien leur traitement parce qu'on sait que c'est un facteur de bonne santé et de santé publique. Et également personnaliser les messages vers les professionnels de santé qui n'ont pas beaucoup de temps et qui ont besoin d'avoir des publications scientifiques de grande qualité quand ils ont une question précise. Brice, une précision avant de laisser Alessandro poursuivre. Aujourd'hui, on avait reçu d'ailleurs Mme Dominguez, votre collègue, en début d'année, il me semble. C'est ça, votre supérieur. Les DSI. Voilà, qui est DSI, oui. Qu'on avait reçu en début d'année. Elle disait qu'effectivement, l'un des travaux qui allait être menés dans les années qui venaient, c'était bien sûr l'intérêt de l'IA, bien sûr un travail fondé et accéléré grâce à l'IA. Et notamment sur la conception des molécules. Et en gros, une meilleure donnée, un travail de l'IA devait permettre d'aller beaucoup plus vite. Pour autant, j'ai eu du mal à voir le lien entre... on sait qu'aujourd'hui, on a des phases dans les médicaments ou dans les dispositifs médicaux, et quand on atteint la phase 3, ça sent bon, mais on ne l'atteint pas forcément tout le temps. Comment est-ce que votre stratégie, justement, un meilleur usage de la donnée et de l'IA, donc une meilleure gouvernance et de l'IA, vont-elles vous permettre d'accélérer le passage vers cette... Et la réussite, parce que c'est ce que vous disiez, vers la phase 3 qui, on sait, pour des groupes comme les vôtres, est particulièrement critique. Alors, laissez-moi décomposer les différentes étapes de fabrication du médicament. Donc, il y a ce que vous avez évoqué, la phase 3, c'est le développement. Mais d'abord, il y a la recherche. Dans la recherche, la première étape, si je vulgarise, c'est trouver une cible. Qu'est-ce que je veux attaquer dans le corps humain ? Et donc là, on va utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour nous aider, pour aider nos chercheurs à mieux cibler et à choisir une cible efficace, si j'ose m'exprimer ainsi. Et donc, on va utiliser des algorithmes d'IA qui se basent sur des bonnes données, de scoring et d'assessment des cibles. Ils vont penser à une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de cibles. Et puis, grâce à la donnée et à l'intelligence artificielle, ils vont choisir directement les plus prometteuses. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que vous avez votre cible, vous devez chercher à designer votre molécule qui va s'attaquer à la cible. Et là, c'est pareil. Vous avez un champ des possibles très, très large. Et la donnée et l'intelligence artificielle vont vous aider à cibler la bonne molécule, celle qui probablement sera le plus efficace contre la cible que vous avez identifiée. Et puis également, vous avez besoin de prévoir, et ça, la donnée et l'intelligence artificielle aide, comment votre molécule va être assimilée dans le corps humain. En combien de temps elle va être éliminée par le foie? Est-ce qu'elle va réussir à atteindre les organes qu'elle vise? Par exemple, dans le cerveau, il y a des mécanismes de protection naturelle qui sont un petit peu complexes et qui parfois empêchent les molécules d'atteindre le cerveau. Donc là, vous allez prédire tout cela. Ça, c'est toute la phase de recherche. Et effectivement, une fois que vous avez fini cette phase de recherche, vous allez également prédire les effets indésirables, par exemple. Et puis après, dans la phase de développement, vous allez encore utiliser la data et l'IA tout le temps, bien sûr, parce que les phases de développement, elles sont data by design. C'est-à-dire qu'on compare des différentes populations de façon complètement irréfutable pour prouver l'efficacité du médicament. Et donc là, vous allez sélectionner vos patients grâce à la data ILIA, vous allez sélectionner les sites géographiques pour être représentatifs et inclusifs à travers le monde. Vous allez utiliser la data pour générer des analyses à l'attention des autorités de santé. Vous allez utiliser l'intelligence artificielle pour générer de la documentation, parce que la documentation est extrêmement large. Et tout ça, ça va vous faire gagner des points de probabilité de succès, comme je le disais tout à l'heure, et réduire votre temps votre délai de mise sur le marché de vos médicaments. Justement, Brice, sur ces questions de réglementation, il y a le RGPD, il y a toutes les réglementations spécifiques au monde pharmaceutique. Quelles mesures vous avez prises pour, vous, garantir votre conformité à ces normes ?
Alors, nous, la chance qu'on a dans l'industrie pharmaceutique, c'est que les normes, ça nous fait pas peur parce qu'on est né dedans. Donc, il y a des normes qui s'appellent GXP, d'accord. Donc, Good Practice, le X représentant toutes les lettres de l'alphabet. Et donc, on a une compliance forte. Je les salue au passage. Et donc, cette compliance, elle nous met dans la position d'être by design. On doit être compliant by design parce que c'est notre culture et on n'a pas le choix, c'est incontournable. Et donc, quand d'autres règles plutôt orientées tech viennent se rajouter à la compliance, comme l'iPrivacy ou l'IA Act qui arrive, eh ben on rentre dans cette gouvernance et dans cette culture de by design et on se met en place tranquillement. Là, on est en train de le faire pour l'IA Act avec la première échéance qui arrive en février. Et on rentre dans un canevas et une culture qui nous permet, je pense, de dérouler de façon sereine. Justement, sur l'IA Act, qu'est-ce qu'il faut faire pour la première étape pour être en phase avec cette réglementation ? En fait, il y a une première échéance en février qui vise à interdire Vous ne pouvez pas avoir de cas d'usage d'IA interdit par la réglementation européenne de l'IA Act. Donc, de façon très simple, nous recensons l'ensemble des cas d'usage de l'entreprise, nous assessons leurs risques conformément à la loi de l'IA Act et nous prouvons que nous n'avons aucun cas d'usage d'intelligence artificielle non conforme et interdit par l'IA Act. Ça, c'est la première étape de février. Puis après, il y aura d'autres étapes. C'est un déploiement pluriannuel. Tout à l'heure, vous parliez des 60 initiatives qui ont donné lieu à des cas d'usage concrets. Est-ce que vous en avez quelques-uns à nous partager aujourd'hui, Brice ? Oui, je vous parlais de tous les cas d'usage d'initiatives en R&D. Peut-être insister sur... Donc, en industrie... Donc, ils ne sont pas tous développés. C'est un travail en cours. Voilà. Oui. C'est encore en cours. Les deux cas d'usage les plus emblématiques, c'est vraiment la maintenance prédictive où on souhaite utiliser des techniques d'IoT, de digital twins pour aller vraiment ne pas interrompre notre flux de production parce que c'est en flux tendu et on se dit bien que évidemment la supply chain dans des domaines comme la santé, c'est sérieux et on peut pas se permettre d'avoir des ruptures de stock. On a aussi, donc comme je vous le disais, l'impact environnemental et l'impact économique. On veut optimiser notre consommation énergétique. Ensuite, on a toute la gestion de la supply chain. Il faut savoir que la supply chain d'un médicament, elle peut aller de 18 à 24 mois pour les médicaments les plus complexes. Et donc, on a besoin d'avoir des prévisions et des forecasts, si je fais du franglais, qui nous permettent d'optimiser au mieux notre supply chain. Dans une logique il faut qu'on n'ait pas de rupture de stock, mais qu'on optimise notre impact environnemental dans la supply chain, nos coûts et nos immobilisations financières. Donc ça, c'est pour l'industrie. Et puis pour les patients et les professionnels de santé, encore une fois, on veut avoir de l'impact dans nos touchpoints digitaux et avoir vraiment des contenus personnalisés qui intéressent les patients, par exemple dans leur maladie chronique sur le cardiométabolisme ou dans leur maladie oncologique, pour vraiment leur permettre d'avoir une vraie adhérence à leur traitement, que c'est hyper important quand vous avez des maladies chroniques et graves comme cela. Et puis, encore une fois, vers les professionnels de santé, avoir des contenus à valeur, à impact, qui les intéressent. Il y a un foisonnement de publications scientifiques extrêmement important et nous devons nourrir les professionnels de santé avec les publications scientifiques adéquates. Justement, sur ces questions, selon vous, comment la gestion des données et l'IA vont-elles transformer le secteur pharmaceutique dans les prochaines années ? Vous avez commencé à en parler, mais il y a donc la partie métier et la partie patient, et même la partie des personnes qui sont au milieu des deux, qui gèrent ça. Comment ça va évoluer, selon vous ? Alors, il y a quelque chose qui pointe, qui est très connu dans le monde pharmaceutique, moins ailleurs, c'est ce qu'on appelle la real-world data et la real-world evidence. C'est-à-dire qu'au-delà des essais cliniques, on va se baser sur les données qui sont collectées partout. Par exemple, moi, j'ai un wearable ici. Ça, c'est une donnée qui peut générer de la real-world data. Et cette real-world data, elle va permettre de continuer à contrôler l'effet des médicaments, de regarder dans une espèce de boucle retour la santé des patients, de voir comment ils évoluent et d'améliorer en continu les traitements que nous proposons. Et tout cela, avec la data, s'associe l'intelligence artificielle pour booster tout ça. Thomas ? Ça, c'est une grande... Eh bien, plus de questions, Alessandro. On est arrivé. Alors moi, j'avais juste une toute dernière question. On a beaucoup parlé de l'autonomie des métiers un petit peu plus tôt, et je reviens sur une discussion qu'on avait eue avec Virginie Dominguez. On avait parlé, elle expliquait qu'effectivement, les data, il fallait justement les rendre accessibles, notamment pour les scientifiques, pour ceux qui sont dans les labos, qui font de la recherche, ainsi de suite. On parlait de l'autonomie un peu plus tôt. Est-ce que votre ambition, je
pose la question à votre consoeur qui était là, comme votre consoeur qui était là un peu plus tôt. Est-ce que votre ambition est là aussi de permettre aux métiers, et donc aux chercheurs, je dirais plus simplement, d'être autonomes, de manipuler les données et finalement eh bien, de gagner quelque part ce temps dont vous disiez qu'il est précieux parce qu'au final, vous sauvez des vies. Oui, c'est ça. En fait, la différence stratégique entre notre phase 1 et notre phase 2, c'est que la phase 1, nous étions... Tout devait passer par mes équipes qui étaient les experts. Et ça, si vous voulez démocratiser et irriguer toute l'entreprise, au début, c'est normal, c'est une logique de château fort, mais ensuite, on passe dans une logique de gardien du temps. C'est-à-dire que oui, nous allons démocratiser, oui, nous allons donner accès à la donnée, par exemple, aux chercheurs, et ils ont déjà accès en vérité, mais dans un cadre. Nous, on devient responsable de ce cadre parce qu'on doit respecter justement nos règles de compliance, nos règles financières, nos règles d'éthique, nos règles de sécurité, etc., etc. Donc, c'est du on passe d'un développement unique dans mes équipes à du co-développement pour accélérer, passer à l'échelle et irriguer toute l'entreprise. Voilà, des chantiers d'importance. Merci beaucoup, Merci. Brice, d'avoir été avec nous. Alessandro, je te dis à tout à l'heure et nous accueillons notre prochain expert. Alors nous sommes avec Stéphane Kerschaker. Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Stéphane, on se croise de temps en temps quand même. Oui. Solide en passant. Stéphane, vous êtes VP Sales IMEA chez Sinequa. Et avec vous, nous allons aborder un sujet qu'on a abordé à plusieurs reprises depuis le début de cette émission, celui des silos et celui d'une fragmentation du SI, mais quand même d'un besoin, malgré tout, de faire circuler la donnée. Avant toute chose, rappelez-nous, Stéphane, qui est Sinequa ? Alors Sinequa, on est un éditeur de logiciels français. On fournit un moteur de recherche d'entreprise. On est un petit peu le Google de l'entreprise. Donc l'idée, c'est de retrouver toutes les données de l'entreprise, quelles qu'elles soient. Et on vient d'être acquis par Chapvision, qui est aussi un autre éditeur français. Donc on fusionne, qui fournit des outils logiciels de management de données. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un acteur européen fort. Bon, c'est tout le malheur que je vous souhaite. Quelle difficulté rencontre aujourd'hui une entreprise lorsqu'elle est confrontée à une situation qu'on a décrite un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas une seule source de données, mais on en a plusieurs. Comment est-ce qu'on arrive justement malgré tout, à construire une gouvernance dans un contexte comme celui-ci ? Alors oui, ça a été évoqué par les intervenants ou intervenantes précédemment. Les risques du cloisonnement de la donnée, c'est le fait d'avoir une partie. Quand on regarde qu'une partie, on peut se tromper sur le tout. Je ne sais plus quel philosophe grec avait sorti cette citation. Mais donc l'idée, effectivement, c'est d'avoir une vue parcellaire et donc de pas d'avoir une vision incomplète et donc d'être inefficace. Donc les premières conséquences, ça peut être une inefficience opérationnelle, donc une perte de productivité, donc finalement une rentabilité qui devient plus faible. Ça peut être aussi un blocage de l'innovation sur le moyen ou le long terme, donc un manque de compétitivité. Donc il y a clairement un équilibre à trouver, parce que je dirais que le fait que les données soient silotées, c'est un fait, c'est inévitable et c'est pas forcément qu'une mauvaise chose. C'est aussi bien de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'avoir plusieurs fournisseurs de cloud, par exemple, c'est une bonne pratique. Après, il faut trouver le bon curseur entre avoir trop d'éparpillement de la donnée et comment on adresse ce côté, effectivement, données éparpillées. Donc, comment est-ce qu'on organise la circulation de la donnée dans ce contexte que vous venez de décrire, Stéphane, avec, vous l'avez dit, du multi-cloud, de l'hybride, de la donnée sur site, de la donnée à distance. Comment est-ce qu'on s'assure justement que cette donnée circule et reste consommable, je dirais ? Alors l'idée, l'objectif, c'est d'avoir une vision exhaustive de la donnée. Donc un outil comme le nôtre, nous ce qu'on fournit, c'est une indexation complète de la donnée. On croit très peu. Alors on parle de projet. J'ai entendu catalogage précédemment. On entend quelquefois cartographie. C'est intéressant. Ça me paraît être un peu un effort vain, c'est-à-dire que c'est comme demander... Pour vous, c'est pas forcément la bonne démarche. Alors, la bonne démarche, savoir où la donnée est, c'est la bonne démarche. Essayer de tracer une carte, dès que la carte est sortie, elle est presque obsolète. C'est comme quand on demande à un adolescent de ranger sa chambre. 2 heures après, c'est à nouveau le chantier et c'est inéluctable. Donc, l'idée, nous, on croit plutôt qu'il faut la laisser, la donnée où elle est, l'indexer, c'est-à-dire savoir la retrouver, l'enrichir à l'indexation, c'est-à-dire qu'on a parlé de hiérarchisation de données.
un des moyens de faire la hiérarchisation de données, c'est de créer des métadonnées quand on indexe la donnée. Donc, on parlait des zones géographiques précédemment. On peut très bien, quand on indexe un document, décider de mettre le pays, d'extraire des noms de personnes, donc d'enrichir la donnée. Une fois qu'on a un index complet, ça permet de la retrouver facilement. Après, sur le côté fluidité de la donnée, il y a des outils maintenant, ça fait 2 ans qu'on parle de l'arrivée de l'IA générative. Ça offre une nouvelle manière de dialoguer avec la donnée. Donc on n'en a pas parlé encore aujourd'hui, je crois, du RAG, mais le Retrieval Augmented Generation. L'idée, c'est d'être capable de retrouver la donnée. Donc ça, c'est notre métier. Donc nous, on fournit un outil de search, on se connecte à toutes les données. Et après, l'alimenter à l'IA générative permet aux utilisateurs un nouveau moyen de dialoguer avec la donnée. Donc c'est vraiment conversationnel. Et accessoirement, de créer d'autres données, des résumés de la donnée, ou des contenus, des lettres à des clients générés automatiquement. Donc, ouais. J'aimerais juste qu'on s'arrête sur ce que vous disiez à l'instant, Stéphane, et c'est intéressant de préciser finalement les 2 démarches qu'on a vues sur ce plateau. Effectivement, il y a d'un côté certains, dont était Stéphanie et Angélique au début de cette émission, qui parlaient effectivement de Angélique peut-être un peu moins, mais plutôt Stéphanie qui parlait de cartographie, qui est une démarche qui fonctionne. Manifestement, c'est celle qui a été exploitée par Angélique. Et vous dites que finalement, ce qui est intéressant, c'est pas forcément de mettre de l'ordre tout le temps, mais de savoir trouver la donnée. Pour vous, c'est plutôt la démarche qui compte, si je comprends bien. Oui, alors c'est un peu je pense qu'on cherche tous le même but, et je pense pas que on ait une antinomie très forte là-dessus. Oui, les démarches ne s'opposent pas autant que ça. Ne s'opposent pas. Ce qui paraît quelquefois un peu vain chez le client, c'est de faire un travail ponctuel pour sortir une image à l'instant T. Oui. L'enjeu est évidemment de sortir l'image à l'instant T, mais surtout sa pérennité dans le temps, parce que ça évolue très rapidement. Donc il faut hiérarchiser les données, il faut savoir où elles sont. Il y a plusieurs moyens de le faire. On pense, nous, qu'une indexation massive, en laissant la donnée où elle est, c'est-à-dire qu'on a un miroir en temps réel de la donnée. C'est en quelque sorte une cartographie en temps réel. D'accord. Vous avez commencé à répondre dessus, mais j'aimerais juste voir si on peut aller plus loin. Mais sur le travail préalable, effectivement, Stéphanie en parlait un peu plus tôt. Est-ce que pour vous, avant de pouvoir utiliser la donnée, est-ce qu'elle a besoin de les préparer, sachant que sine qua, d'ailleurs, vous en parlez vous-même assez régulièrement. On a de la donnée structurée, on a de la donnée non structurée, qu'on soit un géant de l'énergie, qu'on soit un géant du nucléaire, qu'on soit quelqu'un qui va fournir, par exemple, des services d'infrastructure sur autoroute. On a des plans, on a des enregistrements d'émissions, on a des PDF qui circulent. Donc, toutes ces données ne sont pas forcément ordonnancées. Il faut qu'on soit en mesure de les trouver, malgré tout. Est-ce que pour vous, il faut quand même un minimum d'ordonnancement, peut-être d'organisation, sans parler d'hierarchisation de la donnée, pour quand même réussir à avoir une gouvernance suffisamment fluide? Alors oui, il y a plusieurs sujets dans votre question. Le premier sujet, c'est effectivement le multimodal. Donc nous, effectivement, on a la capacité à indexer toutes les données, y compris les vidéos, les images, évidemment le texte. On travaille par exemple avec un projet avec Alstom pour indexer toutes les vidéos qui passent à l'heure aux nouveaux arrivants, afin de retrouver facilement des informations une fois que c'est indexé. Oui, il y a cet accès multimodal. Après, il y a toute la chaîne à développer, effectivement, en respectant les chaînes de sécurité. Et je pense qu'il faut revenir, c'est ce qu'Angélique disait notamment, mais Brice de Servier aussi, c'est les métiers. C'est-à-dire que les sachants sur la donnée, ce sont les métiers. On a quelquefois une tendance dans les départements informatiques ou dans les responsables de technologie de faire du techno-push, c'est-à-dire de partir de la techno pour aller vers les besoins. Il faut clairement faire l'inverse. Partir du métier, identifier quelles sources de données sont nécessaires à une personne pour exercer son métier, et ensuite dérouler, je dirais, un processus technique qui est se connecter de manière sécurisée, indexer, créer des applications, on a parlé de DataVis, adaptées à la consommation de la donnée par les métiers. Mais je pense qu'effectivement, l'enjeu, c'est de travailler très très en amont, voire initialement avec les métiers, et avoir des boucles itératives très agiles, où on adapte. Finalement, il n'y a plus de métier où on fait un cahier des charges, on développe et on regarde. On est vraiment dans un modèle itératif, agile, et les métiers sont au cœur du processus dès le départ. J'ai une question pour vous en ligne, Stéphane. Alors, je vais essayer peut-être de la reformuler. Sine qua, pas de problème pour les données textuelles. Comment utiliser une solution comme la vôtre, je vais le traduire comme ça, pour des données transactionnelles?
Alors, transactionnel, on traite tout type de données, c'est-à-dire que nous, on parle de données structurées, non structurées, donc le texte, la vidéo, sont des données non structurées. Il peut y avoir des données structurées, donc des transactions, alors après, ça peut être des transactions bancaires, on a des grandes banques qui sont clientes. L'idée, c'est surtout de corréler les différentes données. C'est-à-dire que quelquefois, sur des transactions, on peut identifier un numéro de client dans une transaction, aller chercher dans le CRM, donc c'est vraiment la corrélation. Nous, on traite toutes les données. Notre métier, c'est de se connecter à toutes les données d'entreprise. Sans catégorisation de la donnée, c'est ce que semblait... Alors, il faut les catégoriser. C'est là où l'indexation est clé. C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'ordre dans les données. Toutes les données ne se valent pas. Il y a des données qui ont plus de valeur que d'autres. Mais l'idée, c'est de les croiser, effectivement, les hiérarchiser, et on les hiérarchise avec les métiers. C'est-à-dire que c'est le métier qui va dire, ben non, cette source doit pas primer, et en fin de compte, soit une transaction, une donnée structurée ou non structurée, nous, on traite toutes les données, et avec les métiers, on met en place les choix, qui sont des choix métiers. Nous, on n'est pas un expert ni de la pharma, ni du manufacturing. Nos plus grands clients sont dans ce domaine-là. Donc, on s'appuie sur les connaissances de nos clients pour amener la donnée au métier au bon moment. La bonne donnée au bon moment. Stéphane, on a encore 1 minute et moins d'1 minute maintenant. J'ai encore 2 questions. Vous avez commencé à répondre à la première. C'est comment est-ce que l'IA peut aider justement à construire une gouvernance ? Alors l'IA, c'est vrai que sur ces 2 dernières années, l'IA a souvent été synonyme d'IA générative. L'IA, ça existe depuis plusieurs dizaines d'années. Donc l'IA, ça aide dans plein de domaines. Dans le nôtre, par exemple, on a le NLP, tout ce qui est traitement automatique des langues naturelles. Donc ça permet d'extraire des informations. Il y a tout ce qui est catégorisation des données, donc avec le machine learning. Donc il y a plein d'outils qui permettent de structurer, de catégoriser la donnée grâce à l'IA. Et l'idée, c'est de faire les choses à l'échelle, parce qu'en fin de compte, les faire à petite échelle, l'IA apporte le moyen, le levier de faire ça à l'échelle sur des centaines de millions de documents. Une toute dernière question. Est-ce que vous avez peut-être un exemple à nous citer d'entreprise, justement, qui a eu besoin de votre solution et qui l'a utilisée ? Alors peut-être que le besoin initial n'était pas celui-là, mais qui s'est rendu compte que, à l'usage, eh bien, elle permettait de dessiner plus facilement les contours d'une gouvernance en matière de données. Alors, je vais peut-être en prendre 2. On a fait une émission il y a quelques semaines avec Aude Girodel de Total Energy, donc je ne saurais recommander d'aller voir son témoignage sur un très enrichissant, très intéressant. Donc il y a des cas d'usage très spécifiques. Donc Total Energy est un client depuis plus de 10 ans, donc ils ont plein de cas d'usage. Là, il y a un usage très spécifique sur les incidents en raffinerie, comment faire du préventif et accélérer le curatif. Comme il y avait Brice Miranda de Servier, j'ai quand même envie de faire un petit clin d'œil à la pharma. Malheureusement, Servier n'est pas un client. Dans le top 5 de nos clients, on a GSK, Pfizer, AstraZeneca et Roche. AstraZeneca est un client qui utilise Cinequa depuis 10 ans. Ils ont commencé effectivement avec le domaine R&D, donc c'était amener la donnée interne et externe. D'ailleurs, ça a été mentionné aussi, parce que dans la pharma, c'est très important de croiser les données internes et externes avec les recherches, les articles scientifiques, les brevets qui sont déposés, etc. Donc eux, ils ont commencé avec la R&D et aujourd'hui, ils ont une quinzaine d'applications. Ils utilisent aussi ça pour l'homologation des médicaments sur le marché, pour accélérer les processus de discussion avec les autorités régulatrices. Ils utilisent ça pour générer les contrats. Je pense que c'est pas initialement le besoin qu'ils avaient identifié, mais une fois que la donnée est indexée, on peut multiplier les cas d'usage et adresser les différents métiers de l'entreprise. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Thomas. Et nous allons continuer notre réflexion avec notre prochain invité et nous allons voir avec lui comment les entreprises peuvent lever les tout derniers blocages autour de la donnée. À tout de suite. Très bien. Merci. Nous sommes avec Arturo Salazar. Arturo, comment allez-vous ? Bien, merci Thomas, et ça fait plaisir d'être de retour sur ton plateau. Ah ben c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Bon, alors on a parlé de beaucoup de choses. Oui. On a parlé de la construction de la gouvernance, mais avant tout, j'aimerais qu'on revienne sur un sujet, Arturo. On parle depuis un certain nombre d'années de data driven, et pourtant, quand on prend le temps d'analyser, on a l'impression que les clients font des surplaces. Pourquoi ?
Oui, c'est un très bon point et vraiment ça consolide aussi un peu toutes les réflexions qu'on a eues ce matin. Moi, je dirais pas que les clients font sur place, je dirais que ça avance quand même, mais doucement. D'accord, peut-être pas à la vitesse qu'on aurait imaginé quand on a commencé les discussions il y a une quinzaine d'années sur la partie gouvernance de la donnée. Mais ça répond à l'état des choses. Hein. Aujourd'hui, on va trouver quand même un certain niveau de maturité qui n'est pas assez élevé sur certains clients. On voit aussi qu'il y a des industries et des organisations qui avancent un peu plus vite. Et on l'a témoigné aujourd'hui ce matin. On a vu aussi la pharma avance vite. On a aussi tout ce qui est les aspects finances, les transports. Parce que, je dirais, il y a un élément important derrière que c'est le compelling event. C'est-à-dire l'élément qui va déclencher. Et dans un point en commun dans les industries qu'on a vues ce matin et qu'on voit avancer plus vite que les autres, c'est surtout les aspects réglementaires. Les aspects réglementaires, je pense que Brice, il l'a évoqué tout à l'heure, ils sont nés dans l'aspect réglementaire. Donc, j'ai la chance de participer dans tout ce qui est des initiatives, des définitions des stratégies dans le monde de conseil. Et on travaillait sur la partie IDMP, sur la partie pharma. Et puis la pharma, la finance, ils sont exposés à tout ce qui est Solva, BCBS, etc. Sans parler de tout ce qui est aspect réglementaire qui existe déjà pour l'ensemble des organisations, comme pour la partie données personnelles, GDPR, ou la partie aujourd'hui IA Act, ODORA, qui est beaucoup à la mode. On a du RGPD, on a l'IA qui arrive, il y a d'autres législations qui sont en train d'être façonnées à Bruxelles. Qu'est-ce qui bloque, Arturo, encore aujourd'hui, et qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les organisations de construire une gouvernance qui permette, finalement, parce que c'est quand même le titre de notre émission, on a parlé de ça en filigrane, mais qu'est-ce qui les empêche de construire une gouvernance qui soit réellement au service des métiers et donc au service du business. Oui. Et justement, de passer à ce que le sujet de l'émission aussi, la croissance, de passer vers la croissance. Alors, qu'est-ce qui les empêche ? Il n'y a pas un seul élément. Avant tout, il faut se rappeler aussi que la gouvernance, c'est une affaire des personnes. On l'écoute de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même un certain capital, connaissance de la société, même le charisme des leaderships qui vont lidérer, on va dire, les initiatives des gouvernances, qui réfléchissent à une stratégie globale pour la société. Alors, on ne va pas uniquement se limiter à un quick win ou à un pilote, mais il faut aussi garder dans l'esprit notre stratégie. Comment on va évoluer au bout des 3, 4, 5 ans. C'est quoi le gain ? C'est quoi la création de valeur ? Comment on articule la valeur entre la donnée qui est quelque part dans mes systèmes et cette création de valeur qui va être créée par le métier, tout ce qui est les insights, la création de valeur. Tous ces éléments sont très importants. Et aujourd'hui, on va dire qu'on se retrouve avec des sociétés qui commencent un peu à réfléchir, qui se lancent sur des pilotes. Et quand on pose la question, oui, mais c'est quoi la vraie stratégie ? C'est quoi la création de valeur ? Ils n'ont pas encore cette idée. Donc nous, on essaie de les accompagner, on essaie de les aider avec une certaine relation de partenariat, etc. Mais ils sont encore sur cette étape on lance un pilote et on verra demain. Et je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie. Qu'est-ce qui manque aux entreprises, Arturo, qui sont les plus matures et qui veulent justement se projeter quelque part dans une prochaine étape de gouvernance ? Alors, tu sais, Thomas, quand je réfléchis à ce type de questions, je me rends compte de plus en plus que les organisations ne sont pas aussi éloignées que les personnes. C'est-à-dire, les organisations, de la même façon que les personnes, on procrastine un peu. C'est-à-dire que si on n'a pas une échéance spécifique qui nous permet d'avancer rapidement et qui nous dit, voilà, cet élément, il est important, mais il n'est pas urgent, on n'arrive pas à passer. Et là, je vais citer, par exemple, le podcast des Tim Urban, à un moment donné, quand il parle de la procrastination, il dit, on laisse de côté les éléments importants. Alors, donc, pour une organisation des tailles qui a des ambitions, il faut quand même anticiper, je l'ai évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer au bout des 3, 4, 5 ans. Et donc, à partir de là, on définit une stratégie. Donc, il faut cette stratégie, il faut la suivre, il faut l'identifier, il faut avoir cette vision. Donc, pour répondre directement à ta question, qu'est-ce qui manque ? C'est cette vision. C'est-à-dire où on va. Et pas se limiter à un petit bout, soit un département, soit un territoire, soit un service ou un use case. Le mot, il est extrêmement trop utilisé, je dirais, mais c'est le 101 de la gouvernance pour aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y a une architecture qui doit faciliter justement la construction de cette gouvernance et finalement, je reviens sur mes questions depuis le début de cette émission, et finalement permettre au métier d'être plus autonome
et d'utiliser ces données vraiment à bon escient. Ça c'est très intéressant parce que le mot architecture, on peut le lire de plusieurs façons. Moi, je ne veux pas rentrer dans une architecture technique, on pourrait le faire, mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'architecture organisationnelle. C'est-à-dire, comme j'ai parlé tout à l'heure, ce qui est important aussi, c'est de dire à quoi ça sert de mettre en place une gouvernance, à quoi ça sert les données. Et pareil, je peux évoquer aussi, je pense que c'est générationnel, je vais évoquer Simon Sinek, commençons par le pourquoi. Pourquoi on met en place la data, pourquoi on s'assure de la qualité, pourquoi on va la gouverner? Parce qu'on va créer de la valeur. Alors, pour revenir à ta question, pourquoi on le fait? C'est-à-dire qu'il faut mettre à disposition de ces métiers, de ces personnes, de ces entités, de ces services qui vont créer de la valeur, qui vont trouver l'insight et qui vont créer de la valeur avec la donnée, il faut mettre à disposition la donnée. Et là, on va revenir sur un concept qui est data product, data mesh. D'accord? C'est très facile, on va dire, mais on le fait dans le sens inverse. Pourquoi on le met en place? Pour créer de la valeur. Et une fois qu'on a ces concepts-là et on a identifié comment on crée de la valeur dans mon organisation, à partir de là, on construit dans le sens inverse. Ça a été évoqué tout à l'heure par les intervenants. On dit, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la mauvaise habitude de passer par des silos, je dirais, technologiques au niveau des pratiques. C'est-à-dire, quand on parle de la donnée, on va parler de la partie technologique, la data, le métier, l'insight et la valeur. D'accord? Mais sont un peu silotés. D'accord? Aujourd'hui, le data mesh, le data product me permet justement de casser ces silos et de penser et de réfléchir à la création de valeur. Et à partir de la création de valeur, l'ensemble de l'organisation doit s'aligner. C'est intéressant, là, ce que tu développes sur les silos, non pas les silos entre les métiers, non. mais les silos organisationnels. Mais comment Exact. on ne peut pas s'affranchir de ces silos? Peu importe ce qu'on fait, ils vont toujours être là. Il y a toujours forcément quelqu'un qui va penser la donnée, l'organiser, pour le bénéfice d'un métier et pour le bénéfice aussi de l'organisation de manière globale. Enfin, cette architecture-là, on ne peut pas s'en affranchir, Arturo, finalement. Tout à fait. Non, mais alors, on est bien d'accord. Après, ce qui est intéressant, c'est de combiner les pratiques. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, la gouvernance, mais ça a été évoqué tout à l'heure aussi par les intervenants, la data gouvernance, c'est un sujet passionnant et complexe. C'est parce que c'est complexe qu'il est passionnant. Alors, on ne peut pas totalement s'affranchir. Par contre, il faut mélanger, il faut mixer, il faut la combinaison. Il faut savoir que les silos existent et à un moment donné, ces silos, il faut les casser d'une certaine façon pour fluidifier la création de valeur. Quand j'ai identifié comment créer la valeur, je peux essayer de trouver des cheminements entre ces différents silos pour accéder plus vite à la création de valeur. Alors, avec ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut totalement les détruire parce que forcément, on a des responsables de la data côté technologique, côté IT, on a des responsables de la data côté data elle-même, de la même façon que le métier, les différents métiers, et pour la création de valeur également. Mais tout ça, ça doit répondre à ce que j'appelle une stratégie globale. Plus les stratégies elle est globale, plus on a la capacité de création de valeur, plus l'initiative de gouvernance elle est légitime. On a vu aussi, et je reviens sur la première question aussi, pourquoi les sociétés et les organisations n'avancent pas, c'est parce qu'ils vont se retrouver assez souvent bloqués parce que l'initiative de gouvernance n'est pas forcément très légitime. Et donc, c'est sur ces aspects qu'il faut travailler pour avancer plus vite et avancer mieux. Une dernière question, Arturo. Comment est-ce qu'on s'assure que ces stratégies, in fine, une fois que la gouvernance a été mise en place, une fois que les métiers se sont appropriés les données, comment est-ce qu'on s'assure que cette stratégie est payante? Thomas, tu évoques un mot extrêmement important, c'est les stratégies. Comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de participer, d'accompagner des organisations en tant que consultant, en tant qu'éditeur de logiciels, etc. Et on a vu aussi, et on voit la différence entre les sociétés qui ont mis en place une stratégie et ceux qui n'ont pas mis en place une stratégie. Alors, à partir du moment dans lequel on met en place une stratégie, c'est payante. C'est-à-dire, une stratégie implique des rôles, des responsabilités, implique un sponsor, implique le processus, implique les personnes. La conduite de changement, c'est extrêmement important. Ça implique aussi l'aspect culturel. On ne va pas mettre en place la même stratégie d'une organisation à une autre, ça marchera jamais. Et donc, pour qu'elle soit payante, on la prend au sérieux. Les stratégies, ça implique quoi? Ça implique aussi mes livrables, mes jalons, d'accord, les participants, la gouvernance, les critères de succès. Tous ces éléments-là, on les met en place et c'est très important. Aujourd'hui, ce qui nuit un peu à tout ce qui est la gouvernance qui n'avance pas, aussi, pareil, il y a beaucoup d'acteurs qui s'imaginent que parce qu'on met en place
un pilote, parce qu'il y a des gadgets qui sont à côté et qui vont être faciles d'adoption, mais qui n'ont pas réfléchi à l'étape d'après, c'est là où on va se retrouver bloqué en tant qu'organisation. C'est très important, c'est bien la modernité, les gadgets, l'intelligence artificielle, le monde analytique, etc. Mais il faut que ça fasse partie des stratégies. Et comme je l'ai entendu aussi sur le web, utiliser une méthode héroïstique. Je trouve ça assez intéressant. Héroïstique. C'est pas mal. Merci beaucoup, merci Arturo. Merci à toi Thomas. Alors avec notre prochain expert, nous allons voir pourquoi la data gouvernance en matière d'IA peut-elle être perçue comme un prérequis. À tout de suite. Avec Sofiane Beraoui. Sofiane, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes country leader de Software One. Rappelez-nous, Sofiane, qui est Software One? Alors Software One, c'est une ESN, une entreprise de services numériques spécialisée dans le software et le cloud, dont le siège en Suisse, à Stans, qui a été fondée en France, la filiale, il y a 14 ans de ça maintenant. On est 10 000 employés dans le monde. Pas une petite entreprise quand même, hein. C'est pas la petite boîte du coin. J'aime toujours dire on est une petite start-up de 10 000 employés. C'est ça. Ah oui, c'est pas mal. C'est une petite start-up d'10 000 employés. Bon, j'imagine, hein, Sofiane, que vous avez suivi une grosse partie des discussions depuis ce matin. On a parlé beaucoup d'autonomie des métiers. Avec Arturo, on a beaucoup parlé aussi de stratégie, de but, de but autour de la data. Et c'est vrai qu'on imagine mal les entreprises construire une stratégie data sans avoir un vrai objectif au final. Si je reviens sur la question de la gouvernance qui nous occupe aujourd'hui, quel type de discussion avez-vous avec vos clients sur ce sujet? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont leurs envies, leurs craintes? Alors la conversation, elle est très très large et je pense que je vais reprendre beaucoup de points de nos interlocuteurs qui sont passés au préalable. Mais la gouvernance, pour commencer, elle s'est énormément ancrée autour de la conformité. C'est vrai que la régulation, conformité, en général, je crois qu'Arturo il parlait de compelling event, il me semble, c'est ce qui en général pousse les entreprises à commencer à faire quelque chose. Autrement, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vu comme un organe qui va freiner, qui va bloquer l'innovation, beaucoup de régulation, etc. Donc les conversations qu'on a avec nos clients, il y a plusieurs pans. Donc il y a le premier régulatoire, donc RGPD, pour nommer celui-là, l'EI Act, qui va rentrer en force, qui est un nouveau sujet. Il y a aussi CSRD, donc tout ce qui est autour de la RSE, donc comment, la gestion financière. Exactement. Le FinOps, gouvernance financière. Et aussi la transparence et le reporting. Donc, beaucoup d'entreprises maintenant se veulent de plus en plus transparentes. Et enfin, l'innovation et l'agilité. Notre croyance chez Software One, c'est que la gouvernance peut être un acteur et un moteur de croissance et pas un frein à l'agilité. Donc, aujourd'hui, maintenant, avec les sujets qui sont, on va dire, top of mind pour nos clients, l'IA étant le premier, RGPD sont très liés. Donc, on parle beaucoup sur comment les accompagner pour gouverner leurs données, éviter les petites difficultés qu'on va avoir sur l'implémentation de cas d'usage d'IA non contrôlés, mettre à disposition la bonne data au bon endroit pour le bon usage, monétiser la data, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos clients. Donc c'est un peu l'essentiel des conversations qu'on a. Comment vous liez, parce que j'imagine que ce n'est pas forcément automatique dans la tête des gens avec lesquels vous parlez, mais comment vous liez aujourd'hui, je vais utiliser un terme un peu vulgaire, mais toilettage de la donnée, ordonnancement de la donnée, c'est peut-être un peu mieux, avec justement le besoin d'aller plus vite en matière d'IA, parce que j'ai encore le sentiment, pour en parler avec certains DSI, que certaines directions voient encore l'IA comme un processus magique, alors qu'on ne fait pas d'IA sans bonne gouvernance. Comment est-ce que vous amenez ce sujet et quelle bille, si je puis m'exprimer de cette manière, vous donnez aux DSI qui ont ces discussions, aux DSI ou Chief Data Officer? Il y en avait un ce matin sur ce plateau, même deux. Quelle bille vous leur donnez justement pour leur permettre de faire sauter un peu ce verrou qui peut les gêner et qui, in fine, bloque un projet d'IA? Alors, on a deux angles d'attaque, si je peux me permettre. Le premier, en fait, on a une approche qui est assez unique de ce qu'on va appeler, nous, de cost take-out. Donc, on va essayer de faire en sorte que la DSI devienne le super-héros du business. Et comment ça se passe ? Ça doit leur plaire, ça. Ouais, ça doit leur plaire parce que, malheureusement, le constat qu'on fait, c'est que la DSI est souvent traitée comme un centre de coût. Et en général, on va couper les budgets. En général, ça va être à la DSI. Donc, on veut activer et permettre aux DSI d'être un support du business et même contributeur, un activateur du business. Donc, on va les accompagner de par leur métier à générer du cost savings immédiatement afin de financer la transformation. Donc, on pourra en parler plus en détail. Donc, on a une grosse approche parce que ça fait plus de 30 ans qu'on fait le métier
et qu'on comprend très bien les usages d'achat du logiciel, donc du moment où on achète jusqu'au moment où on va sunsetter une technologie en particulier, ce qui nous a donné beaucoup de data sur le comportement de nos clients, data qu'on tourne en insight, qu'on redonne à nos clients pour leur permettre de dégager du cost savings. Une fois qu'on a fait ça, là, on a entre guillemets la petite kryptonite, la nugget pour le DSI qui lui permet d'être un super-héros, d'aller au business, de dire j'ai dégagé du cost savings pour le business, on peut financer ce projet transfo. La deuxième façon de répondre à la question, c'est qu'on va faire par ailleurs beaucoup d'expérimentation grâce à ce financement qu'on a trouvé, ou tout du moins ce budget qu'on a dégagé, qui rend en général les directions financières plutôt contentes. C'est de l'expérimentation, de la co-création autour des projets d'IA. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'engouement autour de l'IA. Il y a beaucoup de cas d'usage. Je crois que c'était Angélique de la SNCF qui disait qu'elle avait collecté une liste incroyable de cas d'usage. C'est ce qu'on observe aussi. Quand on interroge le client final ou le business, on vient avec toute une ribambelle de cas d'usage. Quand on en prend certains et on va expérimenter avec, le premier problème qui ressort pour 95% de nos clients, c'est le fait de mettre la data en ordre. Et donc, c'est là où il y a un petit peu la douche froide, si je puis dire, où on se rend compte qu'il faut faire un projet data pour pouvoir avoir une IA qui est pertinente. Parce que si on n'a pas une data pertinente, il va être très difficile de monétiser le cas d'usage. Je crois qu'Arturo parlait de... Je crois qu'on peut le terme héroïstique. Je n'avais jamais entendu. J'adore. Par ailleurs. Et c'est ce qu'on veut faire aussi. On a pour vocation à être très pragmatique, à pouvoir délivrer de la valeur très rapidement pour nos clients en créant des MVP, donc des Minimum Viable Products, qui permettent aux clients, sur un cas d'usage IA, de générer de la valeur immédiatement au business, de façon à autofinancer ou tout du moins créer le buy-in pour pouvoir financer les projets futurs. Mais pardon Sofiane, mais la maturité d'une entreprise sur la donnée, elle ne se décrète pas. Vous ne pouvez pas arriver demain face à un client qui vous dit « je vais faire de l'IA dans 6 mois ». S'il n'a pas une maturité suffisante autour de la donnée, il n'y arrivera pas. Enfin, même si les cycles aujourd'hui sont raccourcis, on peut pas supprimer une étape de préparation de la donnée, d'organisation de la donnée, ainsi de suite. Comment est-ce que vous aidez justement les entreprises au-delà de la prise de conscience, à gagner en maturité dans un temps réduit? Parce que finalement, aujourd'hui, on sait que quand on perd du temps sur le lancement d'un produit, parce qu'in fine, c'est de ça dont il s'agit, bien c'est votre concurrent qui le lance avant, c'est lui qui prend les parts de marché. Comment est-ce que vous les aidez justement à gagner vraiment en maturité, j'imagine aussi dans un temps record, parce que tous vos clients n'ont pas la même maturité. Exactement. Donc, chez nous, on a une propriété intellectuelle qu'on appelle l'Intelligence Fabric. Donc, il y a un framework avec un certain nombre d'outillages qui est la résultante des années de conseils et de services qu'on a fournis à d'autres clients. Donc, qu'on restitue à nos clients pour les aider à accélérer. C'est des accélérateurs de valeur, comme on les appelle en interne. Donc, ça, c'est le premier aspect. Ça permet aux clients de bénéficier si vous voulez, de toutes les expérimentations qu'on a pu faire avec d'autres clients à travers des industries. Donc, on va pouvoir dire à un client, par exemple, de la finance, qu'il pourrait accélérer certains cas d'usage et les prioriser, parce que c'est le premier problème. Le deuxième, quand il s'agit de la data, effectivement, la résultante des premières expérimentations IA est de démarrer des projets, je vais qualifier de pharaoniques sur la data. Ce qu'on essaie de faire avec les clients, c'est aussi de leur expliquer que l'ancien adage de tout vouloir mettre dans des lakes ou dans des gros entrepôts de data, le mot vient en anglais data warehouse, c'est une chose, ça ne disparaîtra pas. Par contre, il y a un nouveau mode de pensée ou une nouvelle école de pensée, je devrais dire, autour du data meshing ou data mesh, qui est de dire en fait, on va mettre la data plus proche et on va responsabiliser les business afin qu'ils puissent très très rapidement itérer, créer de la valeur, sans être dépendants de toute la modernisation de la data qui doit avoir lieu de toute façon par ailleurs. Donc on a un peu une approche à deux vitesses où on dit aux clients et on les accompagne à moderniser leur data platform. De l'autre côté, de leur créer des poches, qu'elles soient internes ou externes, de data gérées par les business et non pas par l'IT, avec un cadre, une gouvernance bien entendu, pour que ça soit fait de manière éthique, transparente et safe, de façon à pouvoir piloter leur cas d'usage très rapidement. Alors vous avez parlé de data warehouse. On sait qu'aujourd'hui, encore une fois, sur ce plateau, je reçois un certain nombre d'entreprises qui continuent encore à parler de data lake, c'est-à-dire qu'on a le stockage, data lake, data warehouse, mais on n'a pas forcément la partie d'analyse et d'exploitation. On a des données, on les collecte, ça on sait le faire depuis des années, on a des technos, mais il manque cette partie-là. On parlait du RAG un peu plus tôt. Le RAG va permettre justement sans forcément faire des travaux pharaoniques, comme vous le disiez, de faire parler une partie de ces données, mais pas la totalité, j'imagine en tout cas. Est-ce que pour vous, cette thématique de
si je la résume à stockage de la donnée, la création d'entrepôts de données, est-ce que pour vous, dans la gouvernance, ça va quand même demain rester des sujets de premier plan pour les entreprises? Non, totalement. Et ça va rester un sujet de premier plan parce qu'en fait, on aura toujours besoin de centraliser la data pour diverses raisons. Ça peut être des raisons de souveraineté, de résidence de données, ce qui est une notion subtile que beaucoup de clients confondent. Et on pourra en parler pendant des heures. Donc ça, d'un côté, ça ne changera pas. Et donc il y a un besoin de centralisation parce qu'il y a des économies d'échelle, il y a de l'efficience en centralisant dans des warehouses ou dans des lakes. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notamment avec l'avènement de l'IA qui drive beaucoup de ces conversations, et je pense qu'il remet au devant de la scène les problématiques data, à mon humble opinion, c'est qu'il va falloir aussi pousser vers les frontières du device final cette data-là. Donc bien entendu, quand vous avez un entrepôt dans votre data center, vous ne pouvez pas le pousser dans une usine ou chez le end-user qui est en remote, quelque part dans la brousse, en train de relever de la data, etc. Donc l'avènement de l'IA maintenant va être, et vous le voyez avec les fabricants de matériel IA, c'est comment on va pousser l'IA, comme on dit, to the edge. Donc vraiment sur le smartphone, sur le device, sur l'appareil embarqué, sur une machinerie. Et donc de ce fait, cette machinerie qui va avoir de l'IA, elle va avoir besoin d'une pocket de data pour pouvoir fonctionner, faire du renforcement ou de l'ancrage pour prendre des décisions de manière prédictive, comme il a été couvert tout à l'heure. Donc pour moi, c'est les deux. Il va falloir moderniser le cœur du réacteur, quelque part, la data platform, tout en activant, en enablant des pockets, donc ce qu'on appelle le data mesh, pour pouvoir avoir ces cas d'usage, on va dire, plus remote ou très proche du terrain ou du business de nos clients, afin d'activer ces scénarios-là. Une dernière question, Sofiane. Comment est-ce que vous contribuez à fluidifier le dialogue entre DSI et métier, sachant que, je donne une citation, alors je ne vais pas bien sûr citer la personne qui me l'a dite, par souci de confidentialité, mais elle me disait à peu près ceci, la DSI en question, elle me disait « Je ne suis pas sûr que les métiers aient compris tout l'intérêt qu'ils peuvent tirer de la donnée. » Donc ça veut dire que le dialogue n'est... Alors, est-ce que le dialogue est rompu? Alors, très loin de là, ce dialogue se poursuit. Pour autant, il y a quand même besoin, pour la DSI, au sens large, de continuer à expliquer. Comment est-ce que vous permettez au DSI de faciliter justement ce dialogue face à des métiers qui parfois, je vais prendre des cas extrêmes, peuvent être encore aujourd'hui réfractaires parce que ça marche bien comme ça et que je n'ai pas besoin de vos outils de DataVis, et ainsi de suite. Très rapidement, Sofiane. Oui, alors en fait, on a la chance de parler de métier de SN, en fait, et l'avènement du cloud, d'avoir éduqué énormément de clients sur ce qu'on appelle le modèle de responsabilité partagée sur le cloud. Donc le qui fait quoi, le SN versus le client versus l'hyperscaler, pour être très rapide. Et en fait, dans ces domaines-là, en fait, ce qui est important, c'est pareil de définir ce modèle de responsabilité partagée, que l'IT joue un rôle, le business joue un rôle, l'éditeur ou le fabricant de la technologie en question joue un rôle, et c'est de comprendre comment chacun a une part à jouer, et d'arrêter de traiter, comme je disais auparavant, l'IT comme juste le cost center ou le créateur de barrières à l'innovation. Donc c'est par cet accompagnement-là qu'on arrive à faire prendre conscience et de par la gouvernance partagée, de faire avancer les projets. Merci beaucoup, Sofiane, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Restez avec nous pour notre dernière intervenante. Il s'agit de Caroline Ganscombe, enseignante-chercheur à l'INSEC Grande École. Nous sommes avec Caroline Ganscombe. Caroline, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant-chercheur à l'INSEC Grande École et je laisse mon collègue Alessandro mener cette interview. Merci Thomas. Caroline, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, enseignante-chercheuse en data, IA, éthique, économie à l'INSEC Grande École. Ça n'a échappé à personne, mais l'IA, et plus particulièrement l'IA générative, s'est invitée dans les stratégies de data. Pourtant, son impact environnemental est conséquent. Caroline, comment l'IA pollue? L'IA générative surtout. Les IA, en général, polluent parce que les IA utilisent de la data, elles utilisent des flux pour refroidir les data centers, etc., etc. Bien sûr, de l'électricité pour que tout cela fonctionne. Donc oui, l'IA pollue. Je vous ai apporté 2 petites bouteilles d'eau. Pourquoi? Parce que c'est pour vous donner une idée. C'est pas pour les boire. C'est pas pour les boire. C'est pour vous donner une petite idée qui est toute simple. Ça, c'est ce que consomme 100 mots générés par une IA. 100 mots. 100 mots. 100 mots. 100 mots. 66 centilitres. Et non, un demi-litre. Un demi-litre. Un demi-litre, on sait des 25 et pas des 33. Voilà. Donc un 25. demi-litre, 100 mots.
Quand on a des chiffres, c'est toujours très perturbant. Donc voilà, mais c'est pour ça que je préfère apporter de quoi illustrer, parce qu'effectivement, quand on a cette illustration, on se rend compte, vu les milliards d'utilisations par jour, vu les milliards de créations de données par jour, on se rend bien compte de l'utilisation en termes de fluide, on se rend bien compte de l'utilisation en termes d'électricité, bien évidemment. Justement, si je suis une entreprise et que je déploie une solution d'IA générative, quel est le réel impact de cette technologie ? Alors, il y a un impact qui va être un impact, bien évidemment, sur les coûts cachés. Et c'est assez simple à mesurer d'un point de vue des KPI, puisqu'effectivement, on a des consommations qui sont connues. Et si on voit une explosion de la consommation, on peut dire très, très simplement, oui, il y a effectivement une consommation accrue du fait de l'IA. Mais en l'occurrence, pour une entreprise, ça va être sur ses flux, ça va être évidemment sur tout ce qui, en fait, sont ses coûts d'exploitation. Et derrière aussi, des coûts de conduite du changement, des coûts d'évolution des pratiques, parce que l'IA, c'est aussi un outil formidable d'amélioration des pratiques, mais un outil aussi qui rentre dans une logique de conduite du changement. Et là, il y a des coûts derrière cette conduite du changement. Est-ce que les entreprises sont déjà bien capables de les mesurer, ces coûts ? Plus ou moins. Plus ou moins, parce qu'effectivement, les coûts de poste, alors je peux dire oui, mais plus ou moins, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de coûts de poste qui sont des coûts de poste. Donc, en analyse économique, on va bien évidemment mesurer le fluide, et derrière, on va mesurer les coûts cachés. Et sur les fluides, sur les coûts visibles, il n'y a aucun problème. Sur les coûts cachés, c'est quelque chose de nettement plus complexe. Je ne vais pas faire d'équation, c'est promis. Justement, sur ces questions, si je suis une entreprise, comment déployer une nouvelle technologie, des nouveaux outils, en prenant en compte cet impact écologique ? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je dis toujours, osez l'IA. Osez l'IA, mais osez le proof of concept, osez le POC. Ne partez pas tout de suite dans un investissement bille en tête. Osez finalement partir petit, avec un certain nombre d'utilisateurs, avec un certain nombre d'acteurs qui seront les premiers utilisateurs de votre IA, mais derrière, donc déployer à petits coûts, avec des petits déploiements, et derrière généraliser. Mais pas partir tout de suite sur un énorme investissement, parce que on n'est pas sûr des retours des utilisateurs, on n'est pas sûr des différents des outputs. Je vais pas parler pas d'anglicisme, je sais, mais en l'occurrence, on n'est pas sûr de ce que l'entreprise va obtenir de ce genre de déploiement. Thomas, je crois qu'il y a une petite question en ligne. Oui, il y a une question en ligne. Quelle IA consomme autant ? Combien de paramètres ? Alors, après, je suis pas sûr de comprendre, mais un modèle 7B... Alors, il parle des algorithmes. Oui. Alors, là, ça rentre dans c'est pour ça qu'on est pas sûr. Non, en fait, il y a effectivement différents types d'algorithmes, différents types de façons d'utiliser les algorithmes. Après, on a le nombre de paramètres. Après, on a ce qu'on appelle les époques, c'est-à-dire les évolutions en termes d'entraînement. Combien de fois on doit passer cet entraînement pour, in fine, obtenir un résultat. Donc ça, c'est effectivement, en fait, l'IA, il y a 3 éléments. L'IA, vous avez la data. La data, c'est le carburant. Ensuite, vous avez l'algorithme. L'algorithme, c'est la règle du jeu. Et in fine, vous allez avoir, disons, un output. Et là, on est sur ce que va donner une IA, sa résultante, si je puis dire. Et sa résultante, elle est fondée sur un entraînement, c'est-à-dire le nombre de fois où on va passer l'algorithme, on va faire travailler l'algorithme pour obtenir un résultat qui est adéquat, c'est-à-dire qui fonctionne et qui correspond plutôt aux besoins de l'utilisateur final. On l'a entendu tout au long de la matinée, et c'était important de le rappeler, sans data de qualité, je précise, pas d'IA. Comment garantir une gouvernance de la donnée qui permet de déployer des IA moins consommatrices ? C'est un grand sujet. Merci de me poser la question. En l'occurrence, moi je travaille, mais nous travaillons dans l'équipe à ce qu'on appelle le model merging, c'est-à-dire plutôt que de prendre des très grandes IA génératrices, on va aller en fait sur plusieurs IA qui sont plusieurs algorithmes plutôt, pour être exact, puisqu'on a des grands spécialistes qui en fait eux ont des prismes métiers. Donc vous allez avoir des algos qui connaissent très très bien l'image, vous allez avoir des algos qui connaissent très très bien la voix, ou etc. Et on va les mettre ensemble. Et ça permet d'éviter d'avoir une grande quantité d'utilisation non nécessaire, parce que vous entraînez une énorme IA et ça vous permet en fait de vraiment entraîner votre IA pour le métier qui vous intéresse. Mais en si tant est qu'on connaisse son métier. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'on va vous dire, on va préférer l'IA généraliste, parce qu'une IA généraliste, elle va vous dire, on peut tout faire. Merveilleux. Mais à quel prix ? Alors que si vous connaissez bien les composantes métiers, si vous savez exactement ce dont vous avez besoin, les professionnels du transport savent très bien, ou de la logistique savent très bien ce dont ils ont besoin, ils vont pas aller chercher des modèles généralistes, ils vont aller chercher des modèles métiers et utiliser ces modèles métiers qui sont beaucoup moins consommateurs.
Pour l'instant, on est plus dans une idée d'IA généraliste. Malheureusement, on est plutôt dans des IA généralistes. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'en ayant cette logique métier, on peut drastiquement réduire les consommations. Nous, on a travaillé sur un sujet qui est publié d'ailleurs, où on a démontré qu'on pouvait réduire les consommations de l'ordre de 34% en utilisant ces puits de sobriété, dont la connaissance métier, dont le fait de travailler avec des IA qui sont des IA simples. Quand on est une entreprise, qu'on souhaite déployer une solution d'IA, on va souvent faire appel à des ressources, des prestataires externes, une entreprise externe. À qui revient la responsabilité du déploiement de l'IA et qui doit être le premier à agir pour que l'IA soit plus vertueuse? C'est dans le design. Je dirais que le design, d'abord la connaissance métier, ce dont on a vraiment besoin, et derrière le design, donc l'algorithme qui va bien correspondre au métier. C'est un ensemble finalement, mais... Donc, il faut mieux commencer par le métier, il vaut mieux commencer par le besoin de l'utilisateur final. Pas partir on a un objectif qui est de faire l'IA maîtresse du monde, etc., qui vous échappe. Hein. Je rebondis un tout petit peu sur l'actualité en ce moment, n'est-ce pas? Mais on a plutôt, voilà, Effectivement. Très légèrement. Mais en l'occurrence, il vaut mieux, disons, d'abord avoir un design, savoir de ce dont on a besoin, et derrière, aller chercher des algorithmes qui vont correspondre à vos besoins. Une précision, pardon Alessandro, Caroline, sur ce que vous disiez par rapport au métier. On en parlait pendant l'émission, on parlait beaucoup d'autonomie des métiers. Or, on se rend compte en matière d'IA que quand on les rend autonomes, ils prennent des modèles généralistes qui consomment des quantités d'énergie absolument incroyables. Comment justement une gouvernance data, vous avez déjà répondu en partie à la question, mais comment très concrètement les organisations doivent concevoir une gouvernance data qui finalement soit plutôt... j'ai envie de dire, conservatrice et qui mène finalement un usage conservateur, de l'IA conservateur, j'entends par là plutôt sobre, hein, pour prolonger la question de mon collègue. Alors, chaque métier a un besoin. Chaque métier a un design. Et effectivement, si on part d'une logique où on veut faire un déploiement généraliste, on a 2000 collaborateurs, on veut faire un déploiement généraliste parce qu'on n'a pas regardé dans le détail, on n'a pas la granularité suffisante sur les vrais besoins, on va se retrouver dans une situation hyper consommatrice. En revanche, si on dit, ben voilà, on a sur ces 1700, 2000 collaborateurs, là je parle de très grosses structures, mais ça marche aussi pour des PME de 250 salariés, ce sera juste un niveau beaucoup moins élevé. Donc en l'occurrence, on va analyser les vrais besoins. Les vrais besoins, ben, ça va être pour certains de l'analyse documentaire, ça va être pour d'autres de la génération de rapports, ça c'est le grand truc, ou ça va être filmer des réunions et sortir des comptes rendus de réunions. Je donne des exemples qui sont des vrais cas d'usage. Quelqu'un qui doit filmer une réunion et transformer ça en texte et derrière avoir quelque chose d'utilisable, bah, il va avoir plus d'usage que quelqu'un qui veut juste produire des mails ou améliorer l'écriture de ses mails. Et ça n'est pas nécessaire de donner à quelqu'un qui a juste besoin d'écriture de ses mails, donc de support à l'écriture de ses mails, l'utilisation des vidéos, d'un multimodulaire en fait, ce qu'on appelle une IA multimodulaire. Et donc en connaissant les métiers, en ayant une granularité suffisante sur les métiers, on sait derrière, on peut avoir cette fameuse réponse sur qu'est-ce qu'il faut comme IA pour tel type de métier ou pour tel type d'usage. Mais une IA, et là on devient sobre dans le design, et sobriety by design comme disent nos amis des AI for Good, et donc derrière, en étant sobre par design, et ça implique d'avoir une sacrée gouvernance et une bonne connaissance des processus métiers, en étant sobre par design, derrière, on a des IA qui sont efficientes et équilibrées, et sobre aussi d'un point de vue des coûts. Caroline, j'espère avoir répondu à votre question. Oui. Vous avez déjà commencé à donner des éléments de contexte, des chiffres. Est-ce que vous en avez d'autres? Enfin, vous en avez apporté d'autres éléments qui nous permettent de bien comprendre, voilà, quel impact a l'IA finalement? Alors, derrière l'IA, il y a de la donnée, on l'a dit. Et déjà, il faut dire un certain nombre de chiffres qui sont un petit peu choquants d'un point de vue de la donnée. Donc, la donnée en l'an 2000, c'était 64 zeta-octets. Alors, c'est quoi? C'est 2 puissance 71. Je vous laisse calculer le nombre de zéros. Voilà. En 2035, il est quantifié qu'il y aura plus de 2600 zeta-octets de data. Et ça, ce sont des chiffres de production de données par an. Donc, on a un volume de données énorme. Si on s'amuse à utiliser ce volume de données, derrière, il va y avoir des consommations. On les a ici. En l'occurrence, ce qu'on sait aussi, c'est que dans ce volume de données, il y a environ de l'ordre de 70% qui sont garbage. C'est-à-dire sur lequel il ne faut pas travailler. Donc, il faut identifier de la bonne donnée. Ça, c'est la première chose. Le début de la sobriété, c'est identifier la donnée utilisable et ne pas travailler sur le reste. Et c'est très complexe.
Il y a une série de guidelines, enfin tous nos amis de Tableau, etc., pourraient rentrer dans le détail sur ce type de sujet. Ça, c'est un des éléments centraux. Une bonne gouvernance IA, c'est une bonne gouvernance data. Et la deuxième chose, c'est avoir conscience des consommations. Un chiffre que j'aime bien citer, c'est celui de la consommation électrique. Une journée de ChatGPT, c'est l'équivalent de la consommation annuelle de 14 000 foyers français. C'est un tout petit peu plus, je crois que c'est 14 440. Une journée. Une journée. Donc il faut absolument réaliser ça. Partir sur l'IA, oui, c'est très bien, mais c'est générateur de coûts. C'est générateur, disons, d'éléments exogènes qu'il faut absolument prendre en considération. Si on ne prend pas en considération, on se retrouve dans une situation où, oui, on va avoir une amélioration de la productivité, mais à quel prix ? Je crois qu'il reste du travail, Thomas. Il reste vraiment, vraiment beaucoup de travail et je crois aussi qu'on est arrivé à la fin de notre émission. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite également de très belles fêtes en famille avec vos amis. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous le 5 février prochain pour une prochaine matinale sur l'IA encore. Parce que le sujet de l'IA, je crois qu'on ne l'aura pas épuisé en 2025, ni même en 2027, ni en 2028. Donc on parlera de l'impact de l'IA et des métiers. Et puis, pour votre information, en 2025, nous lancerons également d'autres programmes. Nous vous tiendrons bien sûr informés. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Just me.